Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Cédric Klapisch. L'auberge espagnole. Le film Encore. Mes darons étaient fans. Ok. Paris 11e, je sais qu'il aime beaucoup le 11e arrondissement. Je connais l'auberge espagnole et D'accord, vous venez d'où? d'Autriche, de Vienne. Le Péril Jeune, du coup. L'auberge espagnole? Ça représente un peu le beau bordel de la vie, quoi. Le Péril Jeune, un film que j'adore. Chacun cherche son chat. Rien du tout. Les jeunes, le Péril Jeune. Il n'y avait pas ce truc où Paris se retrouvait sous le sable. Moi, c'est Paris. Tout l'amour adolescent pour ces films, pour le cinéma et pour Romain Duris. J'ai bien aimé De moi et encore, ouais. On reconnaît très vite la patte de Klapisch. Le Péril Jeune, c'est... Ah oui, bien sûr, le Péril Jeune, en plus, c'est tourné à Montagne. Le Péril Jeune. Et il parle des relations entre les gens et de plein de choses qu'on peut vivre aussi dans notre vie. Ça, c'est des films qui abordent ces thèmes de façon extraordinaire. Moi, je vous dis humanité, rapport entre les gens, Paris et rapport à la danse. Et un film en particulier? Encore. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, mon invité est Cédric Klapisch. Merci, bonsoir. Bonsoir Cédric. Alors, bonsoir Nicolas. Alors, on n'est pas bien là? À la fraîche? Décontracté du gland. Eh, tout à fait, on bandera quand on aura envie de bander. Je sais que tu affectionnes particulièrement cette réplique des Valseuses de Bertrand Blier, un film très important pour toi. Oui, absolument, ouais. Tu as dit « J'ai toujours l'impression de passer après les Valseuses ». Pourquoi? Ouais, j'ai dit ça il y a longtemps. C'était parce que dans les films français, je trouve le fait de parler d'une bande de copains, en fait, donc c'était Depardieu et Devers à l'époque, et de les suivre et d'avoir un film comme ça à la fois sur l'amitié et où c'est pas forcément l'histoire qui compte, c'est vraiment le rapport entre des personnages et des acteurs, surtout avec un niveau de jeu qui... je pense que c'est vraiment le film qui a lancé les deux acteurs, et puis on voit bien que ce qu'ils sont devenus, même s'il y en a un qui s'est arrêté un peu tôt, c'est des grands acteurs, quoi. Donc du coup, il y avait vraiment quelque chose qui imprimait l'histoire, et même si elle est plus compliquée aujourd'hui, parce que le film n'est pas woke, on va dire, mais c'est intéressant justement de voir quel regard ça donne sur les années 70. Tu as dit aussi, c'est un film qui pousse très loin l'idée de la liberté. Aujourd'hui, le seul truc qui m'intéresse quand je fais du cinéma, c'est la notion de liberté. Alors comment on fait pour se sentir libre en faisant du cinéma? Alors c'est une notion qu'on a beaucoup développée avec mes deux scénaristes du Péril Jeune. Alors donc, je ne sais pas si vous savez, donc on se connaît avec Nicolas depuis le Péril Jeune, car il joue dans le Péril Jeune. Et démasqué. En fait, quand on a fini le scénario, je me souviens, on a écrit très rapidement en fait ce scénario, c'était en moins d'un mois, et on s'est dit, on ne sait pas si c'est intéressant, mais on a été sincère. Je me rappelle que l'un de nous trois a dit ça. Et en fait, cette notion-là de sincérité, ça a un peu guidé tout ce qui s'est passé ensuite, où je me suis attaché à cette notion de sincérité en me disant que c'est finalement la notion qui m'intéresse le plus. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est la sincérité pour moi qui permet d'être libre. Parce qu'on est soi-même, et puis du coup, personne ne va vous dire que c'est pas bien parce qu'on est soi-même, quoi. Du coup, à part Blier, j'avais envie de te demander quels étaient les réalisateurs que tu aimes, qui t'ont inspiré. Je cite souvent Fellini en premier. Fellini, c'est vraiment le réalisateur qui m'impressionne le plus. Et il y a d'autres gens... c'est drôle parce que quand je cite les réalisateurs qui me plaisent, c'est les gens que j'ai vus quand j'avais 15 ans. Je me suis rendu compte que les films importants, c'est les films que j'ai vus quand j'avais 15 ans, donc autour de 75. Et du coup, il y a Woody Allen, il y a Milos Forman, il y a Kurosawa. Et ces gens-là, enfin Kurosawa notamment...
Parce que tu as dit les 7 samouraïs, c'est ce qu'on peut faire de mieux au cinéma. Voilà, c'est ça, j'allais le dire. Je vais redire toujours la même chose. Non, c'est vrai que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, les 7 samouraïs, donc je le redis encore plus qu'avant. C'est-à-dire que il y a tout dans un film comme ça, et donc il y a une espèce de qualité visuelle, il y a les rapports entre les personnages sont fous, l'histoire que ça raconte sur le fait que c'est à la fois un film de guerre parce que c'est des paysans qui se font aider par des samouraïs pour essayer de sauver leur récolte. Il y a un truc social, il y a un truc politique, il y a une histoire d'amour, c'est drôle, c'est tragique, il y a quelque chose de totalement réussi absolument sur tout, et c'est un peu ce que je pense de Fellini sur le fait que ces deux réalisateurs sont à la fois des gens qui ont une réussite formelle au niveau visuel, au niveau esthétique, et puis aussi au niveau humain, c'est-à-dire que c'est des humanistes, et je trouve qu'au niveau des valeurs qu'ils colportent, il y a quelque chose qui me parle et que je trouve très fort, donc c'est un peu parallèle chez ces deux réalisateurs. Donc on va parler un peu plus de ton cinéma maintenant. Tu aimes aborder simplement des choses complexes. Tu as dit « je remarque ce qui est normal ». Le simplisme m'intéresse. C'est quoi le simplisme ? En fait, je pense qu'il y a une nécessité de simplifier la vie quand on fait du cinéma, où j'aime pas les réalisateurs qui jouent à être complexes, en fait, en essayant de créer une sophistication qui du coup amène à être trop intellectuel ou trop à s'éloigner finalement de quelque chose qui reste simple. Donc moi, on m'a souvent reproché, les journalistes m'ont souvent reproché d'être simpliste ou d'être caricatural ou d'être et c'est finalement quelque chose qui me gêne pas trop parce que oui, encore une fois, il y a besoin de on fait 2 heures, on n'est pas en train de faire un film qui dure 20 ans. Donc forcément, il y a un travail de simplification qui fait qu'on on essaye de remarquer les choses qui sont en connexion. Il y avait une phrase de Léonard de Vinci qui m'avait beaucoup plu, où il faisait à la fois de l'anatomie, donc il faisait des autopsies de cadavres, et il avait remarqué que les vaisseaux sanguins étaient comme les arbres, comme les branches d'un arbre. Et il avait dit une phrase sur le fait qu'il remarquait des correspondances comme ça sur toutes les choses que lui faisait. Et donc, quand le côté je remarque si est normal, c'est ça, c'est juste d'être observateur sur des choses assez simples, en fait. Et cette simplicité, elle est rare, en fait. J'avais envie de citer Georges Perec, un de tes auteurs préférés, qui se questionnait en disant ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire. Du coup, j'ai envie de te dire aussi, qu'est-ce qui fait au final que toutes ces choses quotidiennes finissent par faire sens ? C'est ça qui est intéressant, c'est de faire sens. Moi, j'ai souvent dit que la mise en sens m'intéresse plus que la mise en scène, justement parce que on part de ce matériau qui est ce qu'il appelle le bruit de fond ou le quotidien, l'infraordinaire, ce qu'il appelle l'infraordinaire en opposition à l'extraordinaire, et où ce sont des choses donc normales qu'on ne remarque pas, qui nous entourent, et à partir du moment où on pointe ces choses normales, il y a quelque chose qui fait qu'on donne du sens à ces choses qu'on ne remarque pas parce qu'elles sont trop normales, et c'est effectivement ça qui m'intéresse en tout cas. Et tu as dit aussi, j'aime les trains qui arrivent à destination, les trains qui déraillent, je les laisse à Hollywood. Alors, je pars d'une citation de Georges Perec, parce que quand il explique sa définition de l'infraordinaire, il dit, je m'intéresse aux trains qui ne déraillent pas. Et donc, en lisant cette phrase, je vois que Hollywood s'intéresse plus aux trains qui déraillent. Et donc, du coup, j'ai dit que comme Perec, effectivement, je m'intéresse effectivement. Enfin, pour moi, il y a tellement de choses à raconter dans le train qui ne déraille pas que c'est pas la peine de le faire dérailler, quoi. Tu vas parler un peu juste vite fait de ta formation. Tu as été recalé 2 fois du concours de l'IDEC, qui est l'ancien nom de la FEMIS. La 2e fois parce que tu as dit à un des examinateurs que tu ne regardais pas beaucoup de films français. Ça lui a pas plu. Ah non, on s'est engueulé, c'était fou. Je suis sorti de là, je me suis demandé pourquoi il m'avait demandé ça, quoi. Mais
Non, il me demandait quel réalisateur j'aimais bien. Alors je lui ai dit donc ce que je vous ai dit. Et à l'époque, j'avais pas Bertrand Blier, donc il y avait des gens comme Hitchcock, comme Fellini, comme Woody Allen. Et donc, il m'a dit mais il y a personne de français. Je dis ben non, vous me demandez ceux que j'aime, donc je vous dis ceux que j'aime. Et c'était comme si c'était un problème. Donc il m'a reproché de ne pas aimer les réalisateurs français. Je dis mais pourquoi je devrais aimer les... Enfin voilà, voilà, ça s'est terminé mal, quoi. Donc et donc j'ai bien compris. Comme c'était la deuxième fois que je passais le concours, j'ai vu que j'étais pas à ma place, quoi. Qu'il y avait vraiment un truc qui faisait que la France ne voulait pas de moi. Et du coup, c'est ça qui m'a fait partir à l'étranger. J'ai essayé, à la suite de ça, de partir soit en Belgique, soit à Londres, soit à New York. Et à New York, ils m'ont accepté, donc je suis parti à New York. Tu as fait la New York University pendant 2 ans. À cette époque-là, tu hésitais encore entre chef opérateur et réalisateur. Qu'est-ce qui a fait et à quel moment tu as choisi la réalisation ? Alors je suis resté 2 ans là-bas, donc j'avais entre 23 et 25 ans, et on faisait beaucoup de courts-métrages, quoi. Chacun s'aidait dans la classe pour faire le court-métrage de l'autre, donc on changeait de poste, donc on était justement chef opérateur ou ingénieur du son ou monteur du film des autres. Et moi, j'ai toujours été intéressé par l'image. J'ai commencé par la photographie quand j'étais adolescent, donc j'ai fait beaucoup de photographies. Donc je servais souvent de caméraman aux autres réalisateurs de l'école. Et la première année, je me posais vraiment cette question de savoir si je voulais devenir plutôt chef opérateur ou réalisateur. Et en fait, c'est en faisant le court-métrage de fin de première année où je me suis dit j'aime trop ça, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est le désir de raconter des histoires qui a pris le dessus par rapport au fait de fabriquer des images. Et donc la deuxième année, j'étais vraiment sûr de moi sur le fait que je voulais être réalisateur. On a souvent l'impression qu'un film commence avec l'écriture d'un scénario, mais avec toi, c'est pas vraiment exact. Hein, c'est plus une envie de parler de quelque chose, une ville, ou de travailler avec un acteur, ou de parler de la nature, la danse, et l'histoire arrive par la suite. Oui, alors c'est un peu différent à chaque film, mais c'est vrai que souvent je démarre d'un thème, quoi. Là, sur Le Péril jeune, par exemple, on m'avait dit de décrire la vie d'un lycée en 75. Donc moi, j'avais 15 ans en 75. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien raconter. On avait 30 ans à l'époque avec les 2 scénaristes. Et du coup, on avait envie de parler de nos années lycée. Donc c'est parti de ça. On s'est dit, c'est quoi 75 ? C'est à la fois la mort de l'esprit de 68 et la naissance de l'esprit de 80. Et donc on s'est dit, il y aura une naissance et une mort. Et on est parti sur ça. Donc l'histoire, elle est vraiment venue de ce que c'était pour nous 1975. Et dans chaque film, là c'est vrai que encore le dernier film, ça faisait, 10-20 ans que je voulais faire un film sur la danse. Donc je suis parti de... Qu'est-ce que je veux dire sur la danse et comment je parle de danse dans une histoire. Et puis, il y a eu la rencontre avec Ophé Schechter, le chorégraphe israélien. Il y a eu la rencontre avec Marion Barbeau, qui va devenir l'actrice principale, qui est donc danseuse à l'Opéra de Paris. Et j'ai écrit l'histoire connaissant l'actrice principale et connaissant le chorégraphe avec qui j'allais travailler. Donc ça s'est fait comme ça, chemin faisant. C'est vrai que le scénario se construit avec des éléments que je ne connais pas au départ, en tout cas. Donc c'est vrai que... Et puis, il y a d'autres films, comme Ce qui nous lie, comme Ma part du gâteau, où Ma part du gâteau, je voulais parler de l'après crise de 2008, donc il y avait vraiment une espèce de côté à la fois politique, social, économique. Il a fallu que je me renseigne beaucoup sur les traders, donc j'ai fait un vrai travail journalistique pour savoir voilà, qu'est-ce que c'était le métier de trader, à quoi ça servait, et puis du coup de me poser des questions sur le quotidien, c'est quoi le quotidien d'un trader. Donc ça, c'était vraiment intéressant, tout le travail journalistique qui précède l'écriture d'un scénario, ça m'intéresse beaucoup. Dans Ce qui nous lie, c'était pareil avec les vignerons, où là j'ai interrogé beaucoup de vignerons et j'ai bu beaucoup et ça m'a beaucoup appris. Donc voilà, il y avait ça, le fait de parler de la Bourgogne aussi, de s'attacher à une région. Comme pour Chacun cherche son chat. Chacun cherche son chat, c'était vraiment l'idée de s'attacher à 3 rues dans un quartier, et de se dire, voilà, là c'était vraiment très péréquien, je dirais, c'est-à-dire que
Comme Pérec avait écrit Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, il était sur la place de Saint-Sulpice et il décrivait qu'est-ce que c'est la vie à un instant T, place Saint-Sulpice. Moi j'ai regardé ce qui se passait entre la rue de Charonne et la rue des Taillandiers et la rue de la Roquette et du coup c'est une façon de décrire Paris en étant très ponctuel, quoi. Alors je voulais te parler de tes titres aussi, parce que je trouve qu'ils sont toujours très bien trouvés, hein, t'aimes bien les jeux de mots, et je trouve qu'il y a toujours l'essentiel de ce que tu veux raconter, c'est un peu comme un mini pitch du film. D'ailleurs, ce qui nous lie est un excellent exemple, hein, il y a un peu tout le film dans le titre. Tu as dit qu'ils sont souvent moteurs dans l'écriture, en fait. Tu les trouves au début, très vite alors, la plupart du temps, je les trouve au début. Peut-être, c'est vraiment un titre qui a guidé tout l'écriture du film. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas le film, je l'ai compris qu'en cours de tournage. Je comprenais pas ce que je racontais, en fait. Non, c'est fou à quel point ce film qui raconte l'histoire. Donc c'est un couple de gens je pense qu'ils avaient 25 ans dans l'histoire. Et elle veut avoir un enfant, et donc le personnage de Romain Duris, le garçon, ne veut pas faire d'enfant. Et c'est comment il va être projeté dans le futur et il va rencontrer sa famille, ses enfants, et ça va lui donner envie de faire des enfants. Donc il y a un travail comme ça sur l'anticipation, et je me disais, mais moi oui, t'étais déjà père à l'époque. Oui, c'est ça, je venais d'avoir un enfant, en fait. Mon enfant avait 6 mois, et je me suis dit, pourquoi je raconte l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant, puisque moi j'en ai un et que j'ai toujours voulu en avoir. Et donc je ne comprenais pas, quoi. Et en fait, j'ai compris que je n'étais pas le père. En fait, moi j'étais le fils, et donc moi j'étais le personnage de Belmondo qui donc joue le fils de Romain Duris. Toi tu voulais exister, en fait. Voilà. Et donc il y a eu un jour sur le tournage où j'ai eu cette révélation qui m'a totalement, je veux dire, c'était fou à quel point c'était un film qui me racontait un truc sur moi et que j'avais pas compris en écrivant le scénario, quoi. Donc oui, je disais ça parce que sur le titre, peut-être c'est un titre qui a été important. À l'opposé, Ce qui nous lie, c'est vraiment un titre que j'ai trouvé après le film. Ça s'appelait Le vin et le vent pendant qu'on tournait. Et puis tout le monde me disait, notamment mes enfants, j'ai 3 enfants, ils me disaient, papa, c'est pas possible, tu peux pas aller ton film. Et donc je voyais bien qu'il y avait un problème. Et puis j'ai trouvé le titre très très tardivement avec les gens de Studio Canal qui sortaient le film et où c'était une discussion commune, disons, entre le distributeur et moi, où on a trouvé le titre, quoi. Sur l'écriture, tu as dit un truc que j'adore, tu as dit qu'à un moment, quand tu connais bien tes personnages, comme ceux de la trilogie par exemple, ils prennent leur existence. C'est presque plus toi qui les écris. Tu fais que subir ce qu'ils sont. Alors comment ça se passe exactement ? Tu les entends Ça c'est un truc global où c'est vrai que... la plupart du temps, quand on a fait le Péril jeune, j'ai écrit des personnages, et ton personnage, le personnage de Momo, on l'a écrit, c'était le fils du boulanger, et puis ensuite on a fait un casting, et puis je t'ai rencontré, de la même façon que j'ai rencontré Vincent Elbaz ou Romain Duris, avec des personnages que j'avais écrits. À partir de l'Auberge espagnole, j'ai souvent fait le contraire, c'est-à-dire que l'Auberge espagnole, c'était vraiment une façon de... C'était lié au thème où je me suis dit, voilà, je raconte la colocation de gens européens qui habitent un appartement, et j'avais pas envie de dire l'italien, il va être séducteur, ou l'anglaise, elle va être guindée. Enfin, je voulais pas avoir des idées préconçues sur les gens de chaque pays. Du coup, j'ai fait le contraire. J'étais en Angleterre et j'ai fait un casting. La directrice de casting en Angleterre nous a fait une sélection de 30 personnes qu'on a vues. Et je ne savais pas du tout si j'allais ramener plutôt un garçon ou une fille. Il se trouve que j'ai ramené un garçon et une fille. Donc Kevin Bishop et Kelly Reilly. Et en fait, je suis parti d'eux en me disant juste que quand je les ai rencontrés au casting, ils étaient très anglais, l'un et l'autre, de façon assez différente d'ailleurs. Et puis Kevin Bishop, il m'a dit, je suis très bavard, en général les gens me reprochent que je parle trop et que je les saoule, et donc je me suis dit, voilà, ça c'est une très bonne idée de personnage, donc je me suis dit, il va être le mec saoulant, et donc je suis parti de lui, quoi, vraiment, et Kelly Reilly, elle nous a dit des choses sur le fait qu'elle aimait pas partager des trucs avec les autres, donc il y avait ce côté, à la fois elle vit en colocation, mais elle aimait pas la vie en collectivité, donc on est parti comme ça sur des choses qui avaient été dites pendant les entretiens, pareil avec l'italien, pareil avec l'allemand, donc les personnages, je les ai fabriqués en fonction de ce que eux me racontaient, et donc il s'est passé la même chose, puisque là je viens de faire une série qui est la suite de
L'Auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois. Trilogie. Voilà, et qui va s'appeler, ça va sortir en avril, ça va s'appeler Salade grecque. Et du coup, ça se passe à Athènes, et donc il y a des jeunes Européens qui font une colocation comme ça dans un immeuble. Et là, c'était pareil, en fait. Il y a d'autres nationalités, parce qu'il y a un Croate, il y a une Tchèque, il y a 2 Italiens. Et pareil, en fait, on est parti des acteurs, et ensuite on a bâti des personnages, et ensuite même une histoire pour pouvoir intégrer ces personnages. Donc c'est vrai que maintenant, souvent, je pars des acteurs pour fabriquer des personnages. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une étape de la fabrication d'un film que tu affectionnes particulièrement ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une étape que tu n'aimes pas du tout ou moins ? Non, c'est-à-dire qu'au début, j'aimais rien. En fait, je vivais assez mal les tournages, parce que je trouvais que c'était trop violent, quoi. C'est-à-dire que là, je vous voyais sur le Péril Jeune, vous alliez faire la fête à chaque fois qu'on arrêtait le tournage. Voilà, le truc continuait, il y avait vraiment un truc de frustration totale. Ça s'arrêtait jamais. Mais ouais, donc il y a eu la même chose avec l'Auberge espagnole. Je voyais tous, ils sortaient en boîte, ils sortaient à 5h du matin, ils arrivaient sur le tournage un peu à 9h, et puis genre ils dormaient entre les prises et tout. Donc, et j'ai toujours l'impression de faire des films où moi je faisais pas la fête, c'était les autres qui faisaient la fête, quoi. Et donc il y avait un truc dur à vivre de ça. L'écriture, je me suis jamais, au début je me sentais pas bon scénariste, donc c'était assez pénible parce que je mettais beaucoup de temps et c'était difficile de comprendre comment raconter une histoire, comment structurer tout ça. J'ai vraiment eu la sensation qu'avec Alexis Galmo et Santiago Amigorena du Péril Jeune, puis avec d'autres collaborations, notamment avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, quand je les ai aidés à écrire l'adaptation d'Un air de famille, là je me suis senti en stage, j'ai eu l'impression de faire des progrès, disons, sur la notion d'écriture. Et puis du coup, au fur et à mesure des scénarios, j'ai appris de plus en plus à écrire. Donc il y avait vraiment quelque chose de pénible au début et qui l'est moins maintenant. Maintenant, c'est un vrai plaisir d'écrire. Et pareil sur le tournage, c'était horrible, rien du tout, c'était horrible. J'avais envie de vomir chaque soir. C'était un peu comme ce que Jacques Brel raconte quand il rentre sur scène, quoi. Moi, j'étais très timide, donc le fait d'être devant plein de gens, c'était vraiment dur, quoi. Et puis maintenant, le moment du tournage, c'est une fête. Enfin, pour moi, j'ai vraiment, j'aime ce travail collectif avec les techniciens, avec les acteurs. Donc j'aime beaucoup ça. Et pareil, au montage, je pense que j'avais du mal au montage parce que dans les premiers films, on voit c'est le moment où on affronte le ratage, quoi. Et donc on coupe ce qui marche pas. Donc on pensait que ça allait marcher, en fait ça marche pas. Du coup, l'histoire est pas du tout comme on avait prévu. Et donc c'est que des espèces de suites de déceptions. Et donc là, les premiers films, c'est horrible, quoi. Parce que on est obligé d'affronter que le truc qu'on a rêvé de faire ne va jamais être ce qu'on a rêvé. Et donc ça, c'est super compliqué. Et là, maintenant, je pense que c'est depuis Chacun cherche son chat et l'Auberge espagnole où j'essaye de pas trop rêver en amont, quoi. Comme ça, je suis pas déçu. Et donc du coup, je sais qu'il y a un processus de fabrication au tournage et au montage qui est dans l'ici et maintenant, quoi, qui est pas un truc préconçu qu'on essaye de faire aboutir, c'est un truc qu'on essaye de fabriquer jusqu'au dernier jour du montage. Donc j'aime bien maintenant le montage. Donc j'aime bien toutes les étapes aujourd'hui, et avant j'aimais pas. Donc tu viens d'en parler, ton premier film s'appelle Rien du tout, hein, ouais. C'était en 92. Un premier film qui se passe dans un grand magasin, les grandes galeries, où un PDG, Fabrice Lucchini, est envoyé pour essayer de sauver le magasin. Il y a plein de comédiens et de comédiennes qu'on va retrouver dans tes films suivants. C'est un vrai film choral. D'ailleurs, il y a une chorale dans le film, qui est menée par Jean-Pierre Daroussin. Et on va écouter un petit extrait. C'est l'osmose, hein? Ça fait beaucoup plus que 2 mois, ça.
Alors donc cette osmose là dont parle le personnage de Daroussin dans le film, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as dit mon idée du cinéma, c'est d'améliorer le vivre ensemble. Oui, je trouve que ça sert à ça le cinéma. Je suis assez sensible au fait que c'est un transport collectif, le cinéma. Les gens sont assis dans des sièges, regardent un écran et a priori on les amène voilà, en voyage, quoi. Donc il y a cette notion-là, mais c'est vraiment une façon d'apprendre à être ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une des fonctions du cinéma où c'est pour créer du lien. Et il y a eu un très beau texte de Spielberg qui parlait à partir du moment où il y avait un problème de remplir les salles de cinéma et où il défendait la salle de cinéma par rapport au fait de rester chez soi, voir des films. Et il a dit, en fait, ce qui est étrange dans une salle de cinéma, c'est que quand vous allez voir un film, vous ne connaissez pas les gens autour de vous. Vous sortez du cinéma, vous ne les connaissez pas plus, mais vous avez vécu quelque chose avec eux. Et cette expérience collective, elle est indispensable, en fait. Et c'est fou à quel point on a vraiment vécu avec le Covid et tout ça, ce manque de ça. C'était pas juste les terrasses de café, on disait oui, c'est incroyable, hein, on va plus dans les terrasses de café. C'est juste le truc de l'expérience collective, en fait. Avec en plus on a vécu aussi le contraire, c'est-à-dire qu'on était reclus chez nous et ce que ça fabrique, c'est pas juste la solitude, c'est l'isolement, c'est l'écart au monde, quoi. C'est-à-dire que donc je suis assez sensible à ça, au fait que quand il y a plus ça, il y a un vrai truc essentiel qui manque, quoi. Peu de temps après, rien du tout, on en a déjà parlé pas mal. Tu acceptes la proposition d'Arte de réaliser un téléfilm dans la collection Les Années Lycée, donc Le Péril Jeune. C'est vrai qu'à l'époque, on t'a dit « ne fais pas ça, tu vas te griller ». Ouais, c'est vrai. On me l'a redit quand j'ai fait 10% d'ailleurs. Ouais. Oui, parce que jusqu'à 10%, parce que maintenant je pense que personne ne le dirait, les gens pensaient que la télé, c'était pas bien par rapport au cinéma qui était mieux, quoi. Donc oui, les gens m'ont dit, t'as fait un long métrage et là, si tu fais un téléfilm, bah maintenant tu vas être catalogué réalisateur de télé, tu pourras plus revenir, quoi. Donc on m'avait dit ça, mais je pense que c'était une époque, quoi. Après, il s'est trouvé que Le Péril Jeune est devenu un film de cinéma, donc ça a été un peu étrange parce que c'est pratiquement jamais arrivé. Il y a quelques exemples en France d'autres films, notamment celui de Téchiné, Les Roseaux Sauvages, qui était passé sur Arte puis qui est ensuite passé au cinéma. Mais c'est pas arrivé souvent. Ouais, il a un destin incroyable, ce film. D'ailleurs, je crois qu'on peut l'annoncer, il va ressortir en salle 30 ans après. Ouais. On nous a annoncé ça puisqu'il y a eu une restauration du film. On s'est retrouvé dans une projection il y a un mois ou deux. Et donc, voilà, le film est restauré et il va ressortir au cinéma en juin, visiblement. Alors, c'est aussi un film où tu as fait des rencontres importantes et déterminantes pour la suite de ta carrière, comme Romain Duris, Vincent Elbaz et Bruno Lévy aussi, qui était le casting du film et qui est devenu par la suite ton producteur. Comment il est passé de casting directeur à producteur des films de Cédric Lapiche ? En fait, alors il a un destin génial, Bruno, parce qu'il voulait être acteur. Il a une petite scène dans Le Péril Jeune où les 4 garçons dans l'hôpital se foutent de sa gueule. Ça l'a totalement traumatisé. Il a plus voulu jamais être acteur. Et donc Le Péril Jeune, c'était le moment où il essayait de faire du casting. Il est devenu un grand directeur de casting. Donc il a trouvé Romain Duris, il a trouvé Vincent Elbaz. Ensuite, il a découvert Audrey Tautou. Enfin, il y a eu pas mal d'acteurs qu'il a découvert, enfin, à qui il a offert un premier rôle. Donc lui, il a été directeur de casting, je dirais, pendant 10-15 ans. Et puis il y a eu un moment où il supportait plus de faire ça, et puis il a envie de passer à autre chose. C'était un peu avant L'Auberge espagnole, et puis c'est lui qui m'a proposé, moi j'avais envie de faire un film comme ça sur Erasmus, et le film que je faisais, qui était Ni pour ni contre, c'est retardé de 5-6 mois. Donc il m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on produise un film rapidement comme ça ? Et donc voilà, j'ai écrit rapidement le scénario et on l'a tourné rapidement et il s'est pas tout à fait passé la même chose qu'on pensait, quoi. Donc depuis, tu as fait tourner Romain dans 7 de tes films jusqu'à présent.
On t'a souvent dit que c'était ton Antoine Doinel. Et Romain a dit, on a une relation très particulière, on est amis et on a quelque chose de très précieux. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui vous lie ? Alors, d'une part, la relation, elle a évidemment beaucoup changé au fur et à mesure des années, parce qu'au moment du Péril Jeune, on n'était pas très amis, justement. D'une part, bon, j'avais 30 ans, il avait 19 ans, et c'était le moment où finalement notre différence d'âge a été la plus sensible. Et puis, il a fait un petit rôle dans Chacun cherche son chat. Et puis ensuite, il y a eu Peut-être, où il a eu, c'était la première fois qu'il avait un grand rôle. Et moi, je dirais que ça s'est un peu scellé au moment de l'Auberge espagnole, où là, on a compris qu'il y avait quelque chose entre nous qui était au-delà de bien s'aimer, je dirais. Moi, j'ai souvent dit qu'il n'était pas mon Antoine Doinel, parce que Truffaut et les deux, je pense, disaient beaucoup que c'était une relation d'alter ego. Moi, il n'est pas du tout un alter ego pour moi. Je parle plutôt du rapport qu'il y a, si vous regardez quel est votre meilleur ami, ou masculin ou féminin, c'est souvent quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout. C'est un peu la relation que j'ai avec Romain, où on ne se ressemble pas du tout, mais on a une complicité de travail qui est phénoménale, quoi. Et donc du coup, je me souviens, c'était sur les Poupées russes, où c'était vraiment sensible, où là on avait tellement l'habitude de travailler ensemble que je lui disais, en fait, ce que tu pourrais faire quand tu souris, il me dit non, j'ai compris ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que je ne finissais pas mes phrases, quoi. C'est aussi parce qu'on avait vécu des choses ensemble, où il y avait une scène où il devait draguer une fille, et je lui disais tiens, fais comme machin. Il dit ah ouais, l'autre jour quand il a fait ça, ouais. Je lui dis ouais. Et donc il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'on jouait aussi avec le vécu des choses des jours précédents ou des années précédentes. Donc il y avait tout ce truc-là qui faisait que c'était complètement animal, je dirais. C'était vraiment, ça passait plus par les mots, quoi. C'était vraiment sur le fait de rire des mêmes choses, de voir les mêmes choses, et donc on travaillait avec ça, quoi. Alors en 1996, tu as réalisé Chacun cherche son chat. C'était un court-métrage à la base sur une fille qui perd son chat. Alors comment c'est devenu un long-métrage sur une fille qui perd son chat ? Alors, donc c'était avec les mêmes producteurs que le Péril Jeune, et donc il y avait cette expérience où je pense que et eux et moi, on avait bien aimé ce qui s'était passé pendant ce film, on a bien aimé travailler ensemble. J'avais le projet en fait d'un court-métrage collectif. Je voulais refaire un Paris vu par, en fait. Et donc du coup, j'avais demandé à différents réalisateurs et réalisatrices de participer. Et puis ce projet ne s'est pas monté, et du coup j'avais un scénario de court-métrage qui était prêt, et puis il m'a dit bah écoute, faisons le court-métrage, c'est pas grave. Donc Farid Lawassa, le producteur de Vertigo. Donc j'ai commencé à faire le court-métrage, mais qui commençait à devenir cher, quoi. Plus j'écrivais, et au début c'était 10 pages, puis c'est devenu 15 pages, puis 20 pages, et il m'a dit est-ce que tu préfères pas faire un long-métrage pas cher plutôt qu'un court-métrage très cher ? Et je lui dis, écoute, donne-moi une semaine et je réécris le scénario et je vais voir si c'est possible. Et donc j'ai passé une semaine un peu enfermé chez moi à essayer de voir si je pouvais faire un long métrage de ça. Et c'était un peu un pari, quoi, parce que mais je voyais bien que le court métrage il était devenu déjà trop long, quoi, parce qu'on disait que c'était 20 minutes, mais en fait c'était plutôt 40 minutes. Et donc du coup j'ai transformé ce long court métrage, mais disons qu'on a tourné 2 semaines après, quoi. Donc j'ai réécrit le scénario vraiment très rapidement, et c'est vraiment un film où j'ai appris à écrire en tournant. C'est-à-dire que l'écriture continuait à se faire pendant que je tournais. Et j'ai beaucoup aimé ça, par rapport à ce que je racontais sur le fait de détester le tournage. Je pense que c'est ce tournage qui m'a permis d'aimer un tournage. Justement sur le fait que rien n'est préétabli, en fait. Et que la mise en scène a plus de place que l'écriture. Et c'est pour ça qu'on a fait un long métrage. En fait, c'était presque un truc économique, je dirais. C'était trop cher pour lui. Donc on a fait un long métrage très, très peu cher. C'est aussi ton film où tu pousses le plus loin la frontière entre la fiction et le documentaire. Hein, tu mélanges comédiens professionnels avec les vrais habitants du quartier, du 11e arrondissement, comme Madame René, hein, qui est aussi dans le Péril Jeune, Paris ou encore 2 mois. Elle nous a quittés il y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, je pense. 2 ans, ouais. Comment tu l'as rencontrée ? Elle avait 100 ans. Elle avait 100 ans. Ouais.
Je l'ai rencontrée, en fait, elle est figurante dans Rien du tout, dans mon premier long métrage. En fait, c'était la voisine de palier de ma script, de Marie Vermillard. Du coup, elle a été figurante dans tous mes films avant Chacun cherche son chat. Donc, elle a été dans la boulangerie où tu travailles. Dans le Péril Jeune, il y a des jeunes partout, c'est le Péril Jeune. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je la trouvais rigolote, quoi. Et puis ensuite, pour écrire ce court-métrage, je suis parti d'une copine qui était designeuse et qui m'a dit voilà, j'ai perdu mon chat dans le 11e arrondissement, je l'ai donné à garder à une vieille dame et j'ai découvert que la vieille dame c'était celle que je connaissais, c'était Madame René. C'était Madame René. Et donc du coup je suis parti, j'ai été interviewé donc cette fille qui m'a dit j'ai découvert le quartier en cherchant mon chat. Et ensuite, j'ai demandé à René de me raconter la même histoire. Elle m'a raconté complètement une autre histoire. Et je me suis dit, il y a un truc à raconter avec tout ça. Et puis, René est devenu presque le personnage principal du film avec Garance Clavel. Donc oui, c'était une espèce de surprise, quoi. Et je pense que le film a beaucoup marqué sur le fait de faire confiance. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la notion de liberté, c'est que je me suis dit, voilà, le personnage principal de ce film-là, c'est quelqu'un qui, à l'époque, devait avoir 75 ans, je pense, et qui, non seulement n'est pas une star, mais n'a jamais joué de sa vie. Et je me suis dit, il faut faire confiance et partir là-dessus. Et donc, du coup, il y avait une notion de reportage, presque plus que de documentaire. Et ensuite, il y a pas mal de films. L'Auberge espagnole, j'ai fait ça aussi. Dans Encore, le dernier film. Dans Ce qui nous lie, il y a des parties totalement documentaires. Donc, ce film m'a donné une espèce de méthode de travail où je mélange des techniques de documentaire avec des techniques de fiction, ouais. En 96, Un air de famille, l'adaptation d'une pièce de théâtre de Bakri et Jaoui, c'est un film de commande. Pourquoi tu as accepté de réaliser ce film ? Je pense que c'est intégralement parce que j'étais déjà très très fan de Jean-Pierre Bacri, et puis c'est Jean-Pierre Daroussin qui m'a présenté Jean-Pierre Bacri. Donc à l'époque, on se voyait souvent avec Jean-Pierre Daroussin et on était très amis. Et puis j'ai été voir la pièce, j'ai adoré la pièce. Donc le soir de la pièce, on se rencontre donc avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Ils me disent voilà, on a pensé à toi pour faire l'adaptation. Je leur ai dit donnez-moi quelques jours. Puis je les ai rappelés le lendemain. Je leur ai dit ok, d'accord, je le fais. Ouais. Et donc c'était un peu spécial parce que j'avais prévu, je crois, de faire Chacun cherche son chat. Et donc les deux tournages se sont faits ensemble, en fait, en parallèle. Temps, ouais. Donc c'était un peu étrange. Mais ça a été une expérience géniale pour moi, quoi. C'était vraiment un truc. Ouais, tu as dit que tu avais beaucoup appris sur l'écriture avec eux. Ouais, parce que j'ai assisté à ce truc totalement privilégié de voir comment Agnès et Jean-Pierre écrivaient ensemble, et c'était fou, quoi, parce que ils ont gagné je ne sais plus combien de scénarios, César du meilleur scénario, et ils avaient une espèce de qualité à deux de construire des histoires qui étaient folles. Donc le fait de faire partie d'être dans le cœur du réacteur pour voir leur processus d'écriture, ça a été vraiment très important pour moi, ouais. Alors tu as déjà évoqué tout à l'heure, en 99, tu fais ton premier film de genre qui s'appelle Peut-être, hein, avec à nouveau Romain. 5 ans d'écriture et 5 ans pour monter le film. Ouais. Ouais, en fait, entre-temps, on a fait un autre film parce que justement, on trouvait pas l'argent, quoi. C'était un film trop cher, tout ça. Donc on a écrit vraiment 2 scénarios, disons. Il y a eu une trentaine de versions de ce scénario, mais notamment, il y a eu vraiment un autre scénario qui ne s'est pas fait, parce que c'était trop dingue, trop cher. Finalement, ça s'est monté avec Warner, qui était arrivé en France et que personne d'autre voulait financer. Donc il y a eu l'association entre Vertigo et Warner notamment. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment le tournage le plus dingue que j'ai vécu. Et c'est un souvenir, enfin tous ceux qui ont participé au tournage se souviennent de ce tournage, quoi. Et ça se passe dans un Paris futuriste recouvert de sable. Et à l'époque, on parlait quasiment pas du réchauffement climatique. Du coup, quand on voit le film aujourd'hui, on le voit sous un angle totalement différent. Et ça, c'est assez surprenant. Je pense que c'est le seul film où il y a ça, où voilà, personne ne parlait même de dérèglement climatique à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est impossible de ne pas avoir ça. C'est-à-dire que comme Paris est devenu un désert, il n'y a plus d'électricité, c'est des questions qui deviennent possibles aujourd'hui. À l'époque, quand on avait écrit l'histoire, c'était pour inventer un futur impossible. Donc c'est un peu troublant de se dire que ce futur est possible, quoi.
Donc le fils de Romain Duris est joué par Jean-Paul Belmondo. Et quand on voit le film aujourd'hui, là, il y a un truc qui est frappant, c'est la ressemblance entre Romain et Jean-Paul Belmondo. Ah ouais, enfin moi ça m'a frappé quoi. Il y a une histoire de filiation dans le scénario et qui va au-delà du film quoi. Ça transperce l'écran. T'en étais pas du tout conscient de ça? Si, parce que je me souviens qu'il y avait... c'était un truc que je trouvais physiquement. Je trouvais qu'au début, je devais faire le film avec Mathieu Kassovitz, qui devait jouer le film, qui devait jouer le personnage. Et je crois que c'est le moment où il a fait La Haine, donc il m'a dit non, je pourrais pas. Et du coup, j'ai demandé à Romain de le faire. Mais je trouvais que Romain avait plus de ressemblance en fait avec Jean-Paul Belmondo. Et je me souviens, Belmondo, il a dit un truc vraiment super charmant, où ça lui a rappelé le tournage d'Un singe en hiver, qui est en plus un film qui ultra important pour moi, et où j'adore justement la relation qu'il y a entre Gabin et Belmondo. Belmondo il devait avoir 30 ans je pense à l'époque, et Gabin devait déjà avoir plus de 70 ans. Et en fait il y avait cette relation-là quoi, et je pense que Belmondo était assez conscient de donner le témoin à la jeune génération. Il connaissait pas Romain, il a adoré Romain, et il a beaucoup aimé ce rapport-là. Donc c'était filmer ce rapport-là, c'était super charmant quoi. On retrouve aussi Vincent Elbaz dans le film, qui est vraiment hilarant. Et un petit guest aussi de Bakri, donc, qui joue le rôle du père de Vincent, et qui a cette réplique qui est devenue culte quand il découvre l'état de l'appartement après la fête que ses enfants ont organisée pour le réveillon. J'avais dit mollo sur le destroy. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, Jean-Pierre Bakri nous a quittés, il nous manque beaucoup. Peut-être un petit mot sur Jean-Pierre. Il nous manque beaucoup, il me manque beaucoup. C'était horrible parce que j'ai appris sa mort, je tournais encore, et c'est Muriel Robin qui m'a appris la nouvelle. On était en plein tournage quoi. Et donc moi j'étais en train de faire une prise, donc il y avait ce truc où on est tellement pris dans un truc intense sur un tournage que j'ai pas capté tout de suite, et en fait c'est le lendemain où j'étais dévasté quoi. En fait ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec Jean-Pierre. Et j'ai compris. Je me souviens que ma réaction c'était de me dire, je pensais pas qu'il pourrait mourir. J'ai dit ça à quelqu'un ce jour-là. Et ce qui est con comme phrase, mais c'était un peu ce que je pensais, c'est qu'en fait je pensais qu'il allait toujours être là quoi. Du coup, je pense que le manque a été d'autant plus fort parce que je m'y attendais pas quoi. Et j'ai vu à quel point ça a vraiment été quelqu'un d'important pour moi quoi. Alors ensuite, en 2002, il y a le début de la trilogie, l'auberge espagnole. Alors, tu as écrit le scénario en 2 semaines ? Je crois, ouais. En fait, c'est un peu comme Chacun cherche son chat, c'est des trucs où, en fait, le projet, j'avais donc 4 mois pour écrire et tourner. J'ai mis 2 semaines à écrire un projet. Je me rappelle que la production commençait pendant que j'écrivais, donc la première assistante qui est devenue ma femme, Lola Doyon, attendait les feuilles, c'est-à-dire que moi j'écrivais et elle attendait d'avoir les pages pour pouvoir tout organiser, le planning, le casting, etc. Et c'était un drôle de tournage quoi. Et donc le casting, on a été dans différents pays d'Europe pour faire le casting, donc à Berlin, au Danemark, en Italie, en Espagne, et donc il y avait à chaque fois un casting comme ce que j'ai expliqué pour l'Angleterre. Et du coup, le casting servait à réécrire le scénario, le repérage à Barcelone servait à réécrire le scénario, donc il y avait vraiment quelque chose qui faisait que c'était pas une temporalité normale de on écrit un scénario, on essaye de trouver de l'argent, on fabrique le film et ensuite on va le monter, et ensuite ça passe au cinéma. Là, c'était tout en même temps, quoi. C'était le casting, les repérages, l'écriture, le tournage. Je me souviens d'Audrey Tautou, j'ai souvent cité cette phrase, mais c'est vrai qu'elle est drôle. Elle me dit « Qu'est-ce que je fais demain ?» Elle venait d'arriver à Barcelone et elle ne savait pas ce qu'elle tournait. Et je lui dis, c'est marqué dans le scénario. Elle me dit non, il y a marqué, elle arrive à Barcelone, elle déteste tout le monde la déteste. donc le scénario que j'ai écrit en 2 semaines, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est juste pas un scénario, quoi. Et du coup, je dis ah ouais. Et alors, quand elle me dit ça, il est 1h du matin et on tourne à 7h du matin.
Et donc du coup, entre 1h du matin et 3h du matin, je réécris les quelques scènes quand elle arrive à Barcelone où il y a une sorte de déjeuner sur la terrasse. Ensuite, ils s'isolent pour aller dans la chambre avec Romain Duris. Ils n'arrivent pas à faire l'amour. Et voilà, donc il y a 3 scènes comme ça qui sont écrites entre 1h et 3h du matin. Et donc le lendemain matin, ils ont une scène écrite. Mais ce film s'est fait comme ça. C'est-à-dire que c'était comme ça tous les jours. La scène où Kevin Bishop il vomit dans la rue, la veille, il était au resto, il imitait quelqu'un qui vomissait. Je dis, écoute, demain, tu vas faire ça. Donc... c'était un truc où la vie du tournage, c'était la... Ça se construisait au fur et à mesure. Ça, c'était comme ça. Ouais. Ça reste un de tes plus grands succès au box-office, alors que t'y croyais pas du tout. Non, parce que pareil, alors c'était en parallèle de Ni pour ni contre, qui donc s'était décalé. Ni pour ni contre, bien au contraire, qui était un film au contraire écrit vraiment, ça a pris 6-7 mois l'écriture du scénario, c'était très pensé, tout ça, et donc j'étais persuadé que Ni pour ni contre était un vrai film, et L'Auberge espagnole une sorte de brouillon, et puis ouais, le public a préféré le brouillon, quoi. Donc c'était très, très déstabilisant pour moi, parce que je voyais que tout l'effort esthétique, en mise en scène, en scénario que j'avais mis dans Ni pour ni contre était un peu vain, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont trouvé que c'était vraiment un film pas intéressant, quoi. Et au contraire, le truc qui était fait sans réfléchir, donc ça c'était très troublant pour moi, quoi, de faire. Tu as même dit que c'était injuste. Bah ouais, c'est injuste parce que en plus, je considère encore aujourd'hui que Ni pour ni contre est un des films les mieux mis en scène. Mieux réalisé, ouais. Ouais, et que ça ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire que la maîtrise au cinéma n'est pas forcément un but, quoi. Donc ça a été vraiment troublant pour moi, ouais. Donc 3 ans plus tard, il y a eu la suite, Les Poupées Russes. Tu l'as écrit parce que en fait, le public te réclamait la suite. Oui, alors c'était très, très bizarre parce que quand je projetais L'Auberge espagnole, beaucoup de gens dans les débats, quand je faisais la tournée en province, tout ça, ils me disaient, est-ce qu'il y aura une suite ? Je disais, pourquoi il y aurait une suite ? Pour moi, il y avait une fin absolument... je pense qu'il y avait un désir à la fois pour les acteurs, parce que les acteurs ont... les gens ont beaucoup aimé la bande d'acteurs, ce qui se passait, tout ça. Je crois aussi que, je l'ai compris longtemps après, que la dernière phrase du film, qui est « Tout a commencé là », ouvrait une porte énorme sur c'est quoi qui commence maintenant. Donc les gens étaient en demande de ce truc-là. Donc pendant 2 ans, à la suite du film, je disais non, il n'y aura pas de suite. Et puis un jour, on se retrouve avec Bruno Lévy, donc mon producteur, à Saint-Pétersbourg, à présenter plusieurs de mes films. Et on se retrouve dans le sous-sol d'un mariage. Il y a toujours des mariages à Saint-Pétersbourg. Et où je vois une femme en robe de mariée qui est dans une espèce de salle d'attente au sous-sol. Et je vais dans les toilettes des hommes et je vois un mec, donc je comprends que c'est le mari de la femme mariée, et qui est russe et qui se regarde dans le miroir et puis il se parle en russe en se parlant totalement bourré. Et je l'ai regardé pendant 5 minutes, fasciné. En fait, il se disait genre... je sais pas ce qu'il s'est dit. Donc, et ce truc a été le point de départ du film. En fait, je me suis dit, je suis sorti des toilettes, j'ai été voir Bruno. Je dis, ça serait pas mal qu'on fasse une suite de L'Auberge espagnole. D'accord. Et il y aurait Kevin Bishop qui se mariait avec une Russe. Et voilà, et c'était parti là-dessus, quoi. Il y avait 2 désirs dans ça. D'une part, ça faisait 4-5 jours qu'on était à Saint-Pétersbourg et j'avais dit à Bruno, j'adorerais tourner dans cette ville. Et puis ensuite, il y a eu ça et je me suis dit, ok, voilà, il y a une histoire. En fait, tous les gens de l'Auberge espagnole pourraient se réunir au mariage et voilà. Puis voilà, après, on est parti, quoi. 8 ans après, tu as écrit Casse-tête chinois, donc la suite et la fin de la trilogie. Pas vraiment la fin, puisque maintenant, il y a la série qui arrive, qui raconte un peu la suite de l'histoire. 8 mois d'écriture cette fois-ci contre Ouais, parce qu'il y avait tout le côté où j'avais compris en faisant L'Auberge espagnole qu'il y avait un rapport fort à avoir avec une ville. Donc il a fallu moi je connaissais déjà un peu Barcelone et donc je voulais avoir la même chose avec New York. Moi j'avais donc fait mes études à New York, donc c'était. Tu rêvais de tourner là-bas. Ouais, j'avais toujours, j'avais fait mes premières images, mes premiers courts-métrages à New York. Donc il y a d'ailleurs des plans que je rêvais de faire quand j'étais étudiant et que j'ai fait dans Casse-tête chinois. Donc 20 ans plus tard, quoi. Donc c'était drôle de voir à quel point
le désir de filmer New York était là depuis longtemps et donc c'est effectivement pendant longtemps il a fallu que j'écrive le scénario parce que là en tant que troisième film je pouvais pas improviser comme je l'avais fait sur l'Auberge espagnole quoi. Il y avait une vraie attente pour le coup. Oui, et puis c'était beaucoup plus complexe de finaliser des choses à partir des éléments qui existent. C'est un travail qui est assez proche maintenant de la série, puisque finalement ces 3 longs métrages qui sont comme là, en écrivant Salade grecque, j'ai bien vu à quel point quand on écrit une série, il y a ce travail de consécution, de conséquence qui est prédominant dans l'écriture et qui n'a rien à voir avec quand on écrit l'Auberge espagnole, on se dit voilà, il y a un début, une fin, et donc c'est une unité qui dure 1h30, 2h, 3h, mais c'est très très différent quand on est lié à un historique, disons. Ouais. Entre-temps, dans la trilogie, tu as fait plusieurs films, dont Ni pour ni contre, bien au contraire, dont tu parlais tout à l'heure, qui est ton deuxième film de genre. Pour le coup, un film noir de gangster qui répond vraiment au code du genre, tourné en scope. C'est vraiment un film à part dans ta filmographie. Hein. Ouais. Je l'aime beaucoup, tout le monde s'en fout, mais j'aime beaucoup. moi aussi, c'est un film vraiment que j'aime beaucoup. Oui, c'était une tentative de faire un vrai film de genre. C'est un film de braqueur, quoi. Et c'était une façon de renouer avec Melville, avec le cinéma. Parce que les films de braqueurs américains n'ont rien à voir avec les films de braqueurs français. Donc je voulais renouer avec cette tradition-là. Et puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça en France. Donc il y avait film policier, mais il n'y avait pas de film de braqueur. Donc j'avais envie de parler de ça. Bon, bah voilà, ça n'a pas vraiment plu aux autres. C'est un film qui va s'inscrire dans le temps, que je vous invite à découvrir. En 2008, il y a Paris, qui est un gros casting pour le coup, avec une structure narrative complexe. Il y a 10 personnages principaux, probablement pour ça que tu les as fait incarner par des stars. Juliette Binoche, Fabrice Lucchini, Romain Duris, Cluzet, Dupontel, Mélanie Laurent, Gilles Lelouch et Karine Viard. Karine Viard qui a joué dans plusieurs de tes films et qui là interprète ce personnage savoureux de la boulangère qui est un petit peu raciste. Elle est extraordinaire et d'ailleurs on va l'écouter. Avant, je me souviens, il y avait les Normandes. Moi j'adorais les Normandes. Et c'était des travailleuses les Normandes, comme des Alsaciennes. Ah bon? Ah oui, non, mais parce qu'il y a des différences. Hein. Par exemple, si vous prenez une Bretonne, vous ne ferez jamais travailler une Bretonne comme vous faites travailler une Normande ou une Alsacienne. Ils sont plus... C'était dur à cuire, les Bretonnes, il n'y a rien à en tirer. Ah oui, non, puis je ne vous parle pas des Corses. Enfin bref, tout ça pour vous dire, figurez-vous que j'ai découvert une chose. C'est les beurrettes. Ah oui? Ben oui, les beurrettes. Oh, j'en ai une, là, qui a dit mais c'est une perle. Alors oui, c'est vrai, je vous cache pas qu'elles ont du tempérament. Enfin, mon vieux, dans le travail, elles sont là, elles sont droites. Bonjour. Et elles savent donner. Ah oui. Et moi, j'aime ça. Là, on se dit que tu la connais, cette boulangère. En fait, c'est une somme de 3 boulangères qui habitent autour de chez moi. Et donc, voilà, chacune des phrases est tirée. C'est-à-dire que c'était drôle d'ailleurs, parce qu'il y avait des journalistes, je vous en parlais tout à l'heure, qui me disaient oui, c'est vraiment trop caricatural, les gens qui parlent comme ça. Et je disais mais non, c'est des phrases que j'ai notées moi. Donc c'est assez drôle de voir que quand on représente la réalité, elle paraît souvent fausse, quoi. Karine Viard a adoré jouer ce personnage. Je sais même pas si ce serait possible de dire ça aujourd'hui dans un film. En tout cas, c'était assez plaisant. Et même d'ailleurs Sabrina Ouazani qui joue cette fameuse beurrette. Elle était morte de rire, quoi. C'est-à-dire qu'elle adorait comment Karine était raciste avec elle, quoi. Ouais. Et il y a aussi cette scène, moins drôle, où Romain Duris est devant sa fenêtre, il parle à sa sœur qui lui demande comment il occupe ses journées. Sa sœur qui est jouée par Juliette Binoche. Comment il occupe ses journées vu qu'il ne travaille plus parce qu'il est malade. On va écouter ce qu'il lui répond. Pour te dire la vérité, le truc qui me fait le plus triper, c'est de regarder par la fenêtre. C'est-à-dire Je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur qui ils sont, où ils vont. Tu vois, ils deviennent des sortes de héros d'histoires que je m'invente. Ça me plaît. Moi, je trouve que ça résume assez bien ton travail. Ça te fait toujours autant triper d'observer les gens et d'inventer leurs histoires? Oui, le fameux train qui ne déraille pas. Enfin, j'imagine que tout le monde fait ça quand on est dans le métro, quand on est dans le train. On se dit, tiens, et lui, est-ce que... À mon avis, les médecins... et puis, on part là-dessus. C'est comme le fameux Russe là, qui était dans les toilettes. Je lui ai inventé une vie, quoi. Il y a ça fait partie du trip, d'observer les gens et d'inventer des histoires, ouais.
Alors en 2011, Ma part du gâteau, c'est une comédie sociale. Tu opposes le monde des ultra-riches à celui des prolétaires. Ça parle un peu de l'utopie de la mixité sociale. Tu penses que le cinéma a un rôle politique à jouer ? Oui, alors j'ai beaucoup de discussions là-dessus en ce moment. Parce que moi, je suis issu d'une génération où il y avait le cinéma militant. Et le cinéma militant, c'était le cinéma qui avait un contenu politique et qui avait une croyance dans le message politique de ces films-là. Ces films-là n'ont jamais été très efficaces politiquement, je trouve. Et du coup, alors ce que je pense, je ne sais pas si j'ai raison, mais que le fait que des films ont une conscience politique soft, je dirais, j'ai souvent vu que c'était plus efficace. Je vais citer un exemple parce que il y a souvent des personnages homosexuels dans mes films, et il y a eu notamment le personnage de Cécile de France dans la trilogie, puis le personnage de Camille Cotin dans 10%, et les gens de la communauté LGBT m'ont souvent dit que ces personnages ont été très utiles socialement, parce que moi, j'ai une copine lesbienne qui m'a dit en fait que quand j'avais 15 ans, j'ai vu Isabelle, donc Cécile de France, dans L'Auberge espagnole, et je me suis dit en fait, on peut être lesbienne parce qu'en fait, ça peut être cool. Et donc elle m'a dit, c'était évident que j'étais lesbienne, mais ça m'a permis de positiver le fait que j'étais en train de devenir lesbienne. Et je trouve que ça, c'est un acte politique, mais il n'y a pas de... Il n'y avait pas de discours politique. Donc, comme moi j'ai écrit Isabelle, c'était lié à une fille que j'ai connue quand j'étais à la fac, qui était gay. Et du coup, j'ai l'impression que ça, c'est assez efficace pour changer la société. C'est que de la même façon, dans 10%, c'était un petit peu un sujet qu'une femme soit lesbienne dans une série un peu grand public. Donc du coup, c'est juste qu'on fait avancer les valeurs et qu'on raconte que, voilà... ou dans 10%, alors moi j'ai travaillé que sur la première saison, mais dans les saisons qui ont suivi, on voit le couple de lesbiennes qui deviennent mères de famille, et on voit que voilà, ça existe, et que oui, ça choque plein de gens, mais en fait ça peut être très normal en fait que deux femmes aient un enfant, tout ça. Je crois beaucoup à ce côté, ce rôle politique soft, où comme dirait Wenders, en changeant les images du monde, on peut changer le monde. Je crois beaucoup à ça en fait. Tu as dit qu'on t'a beaucoup reproché la fin de Ma part du gâteau. C'est vrai que ça se termine assez brutalement. On a presque l'impression que tu n'as pas envie de montrer ce qui va se passer ensuite. Et c'est vrai que c'est peut-être pas très pertinent, mais aujourd'hui, t'en penses quoi avec le recul de cette fin ? Non, c'est drôle parce qu'en fait, les gens, grosso modo, ils avaient envie que Le Trader finisse avec Karine Viard. Que ce soit une comédie romantique. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de Pretty Woman. C'est-à-dire que Le Trader... Il y a la musique de Pretty Woman dans le film. Ouais, je pense que c'était volontaire. Dans Pretty Woman, il y a le côté, voilà, elle est pute, elle fait le trottoir, elle rencontre un trader, et en fait, ils vont vivre une super histoire d'amour. Moi, je suis dans une logique plus française, plus réaliste. Et je dis, cette histoire n'existe pas, ça n'est pas possible. Et donc, du coup, ce truc-là, et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit à quel point cette notion un peu idéaliste, un peu happy end, la nécessité du happy end américaine, à partir du moment où on dit, en fait, cette histoire, quand elle existe, elle devient un cauchemar, ça devient tragique. Et donc, à la fin, ça devient un peu tragique. La fin, elle est assez tragique. Et c'est une fin réaliste. Et donc, du coup, il y a un truc qui fait qu'au niveau spectatoriel, quoi, de ce que veut le spectateur, il y a un truc qui lutte, quoi. Et moi, vraiment, c'était l'histoire que je voulais raconter, en tout cas. Donc, après, je vois bien que ça ne plaît pas au public, mais encore une fois, ouais, c'était l'histoire que je voulais raconter. 2017, Ce qui nous lie, ton seul film qui n'est pas urbain. C'est l'histoire d'une fratrie en Bourgogne avec au centre la question de l'héritage du domaine familial. Tu as dit avoir découvert le vrai thème du film à la fin du montage. C'est l'inconscient qui... Oui, puis c'est vraiment en cherchant, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un scénario n'est pas forcément fait pour être abouti, et que la mise en scène se rajoute, et la mise en sens, elle continue jusqu'au bout, quoi. Et donc, ce qui nous lie, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur le titre, c'est que finalement, quand on trouve le titre, on trouve aussi le thème du film. Et c'est pas... Au début, je disais, c'est un film sur le vin. C'est pas un film sur le vin, c'est un film sur le lien familial, ou même le lien... Qu'est-ce que c'est la différence entre l'amour avec un grand A et l'amour fraternel, paternel. Donc, c'est sur cette notion d'interroger qu'est-ce que c'est qui nous lie.
et qu'est-ce qui me lie à la femme que j'aime, qu'est-ce qui me lie à mon frère et ma sœur, et qu'est-ce qui me lie à mes parents, ben, tout ça, c'est raconté dans une famille bourguignonne qui fait du vin, quoi. Et c'est l'arrivée d'ailleurs de nouveaux acteurs qu'on va retrouver par la suite. François Civil, Pio Marmaille et Anna Girardot. Alors on dirait vraiment que ces trois-là, ils étaient faits pour travailler avec toi. Il y a comme une évidence, hein, ils font vraiment partie de ta famille d'acteurs. Et il y a aussi le fait que vous avez tourné ce film sur une période d'une année, hein, en suivant la fabrication d'une cuvée. Hein, on suit vraiment le processus. Du coup, on a envie de la goûter. Donc la question qui en découle est évidente. Il te reste des bouteilles de... Il y a une cuvée, donc je travaille avec Jean-Marc Rouleau qui est peut-être le seul en France qui est acteur et vigneron, et pas un mauvais vigneron, parce qu'il est un des vignerons les plus connus à Meursault. Et il a fait une cuvée, ce qui nous lie. Ouais, et... pas mal. C'est très très bon. Il en reste. Il en reste avec quelques bouteilles, plus beaucoup. Là. En 2019, tu réalises 2 mois. On suit en parallèle 2 personnages, Rémi et Mélanie, François Civil et Anna Girardot, qui sont voisins, qui se croisent tout au long du film et qui traversent la même crise existentielle. Ils sont tous les deux suivis par des psys. J'ai l'impression que tu n'as jamais été gratté aussi profondément tes personnages. Tu as dit à la sortie que c'était ton film qui résumait le mieux ton travail. Pourquoi ? En fait, c'est le seul film où il y a 2 personnages, quoi. Surtout, évidemment, il y en a d'autres, mais il y a les 2 psys, Camille Cotin, François Berléand, mais c'est vraiment très très concentré sur François Civil et Anna Girardot. Du coup, c'était un énorme risque pour moi, parce que je me sens plus à l'aise avec des grandes familles, quoi. Il y a une attention très très poussée sur à quoi sert le personnage, à quoi servent les décors, le choix des couleurs. C'est un film qui est très très poussé dans le rapport entre le fond et la forme, je dirais, entre l'esthétique et l'histoire qu'on raconte et comment c'est incarné par les personnages. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que je ne me rappelais plus que j'avais dit ça, mais je vois ce que je veux dire. Parce que... ouais, il y a quelque chose qui est plus minimaliste, disons, dans ce film-là. Et donc j'étais assez à fond dans un truc très très minimaliste. Il y a une vraie résonance avec Chacun cherche son chat. C'est un peu la même thématique sur la solitude, les solitudes. Il y a même Garance Clavel, l'héroïne de Chacun cherche son chat, qui fait une apparition. Et pourquoi tu as eu envie de repartir sur ce thème 23 ans après ? Je pense que c'était beaucoup lié à la thématique des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux... Enfin, quand j'ai commencé à me renseigner, comme toujours, je vous disais que j'ai un côté journalistique au début de l'écriture d'un scénario, donc j'ai été voir des psys et ils m'ont tous dit à quel point les réseaux sociaux fabriquaient des patients chez les psys. Et j'ai trouvé ça fou, quoi, qu'ils me disaient, notamment avec Instagram, où ils me disaient Instagram sur un couple qui se sépare, ça devient la jalousie, n'a jamais été poussé à ce point-là, parce qu'on voit le compte Instagram de l'ex-conjoint et donc ça rend fou. Tinder, où on rêve sur des relations comme ça, et donc ce rapport qui est censé fabriquer du lien, fabriquer de la connexion entre les gens, fabrique de l'aigreur, fabrique de la jalousie, fabrique de la déprime, parce que moi, le nombre de gens aussi, enfin oui, ces psys me racontaient aussi dans ce que racontent les patients. Il me disait, il y a une fille, par exemple, elle n'avait pas pu partir en vacances, elle voyait toutes ses copines qui se posaient au bord d'une piscine, à la mer, tout ça, et que du coup, elle allait à la piscine en banlieue, et elle filmait ses pieds dans la piscine pour dire, moi aussi, je suis à la piscine. Et le fait que les réseaux sociaux fabriquent ça, cette espèce de jalousie qui crée de la déprime, en fait, parce que c'est l'exposition du bonheur des autres, je me suis dit, il y a un truc à faire sur ça, sur comment, dans une ville, finalement, chacun enfermé chez soi, en rapport avec un ordinateur, et tous ces trucs-là, Twitter, Tinder, Instagram, Facebook, qui sont censés rapprocher les gens, ne font que les éloigner et fabriquer de la dépression. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Alors j'ai noté quelques répliques du film, hein, si tu as envie de commenter. Pour que 2 mois fassent un nous, il faut que les 2 mois soient soi. Je trouve ça très beau. Ouais, j'aime bien cette phrase. Donc c'est Camille Cotin, une des 2 psys, qui dit cette phrase, et je trouve que c'est très juste. Moi, j'ai été voir 2 fois dans ma vie un psy, à 30 ans et à 40 ans. À chaque fois, c'était lié à une séparation.
Et il y avait cette problématique, notamment la première fois quand j'avais 20 ans ou... Non, c'était 30 ans et 40 ans plutôt, ouais, c'est ça. Quand j'avais 30 ans, où j'avais l'impression, en me séparant de la copine avec qui j'étais depuis 10 ans, que je n'existais pas, que moi j'étais elle et moi, quoi. C'est-à-dire que j'étais une espèce de... Et donc s'il n'y avait plus elle, j'arrivais plus à exister. Donc c'était un truc que moi j'ai compris sur moi, sur le fait qu'on peut exister sans être en couple, quoi. Donc voilà, c'est une phrase qui raconte ça, en fait. Il y a aussi, il n'y a pas d'amour possible si vous ne vous aimez pas un peu vous-même. Oui, parce que alors bon, le film raconte beaucoup ça. C'est que ces deux personnes qui n'arrivent pas beaucoup à s'aimer eux-mêmes et du coup qui n'arrivent pas à tomber amoureux. Donc ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à tomber amoureux. Puis en fait, quand ils comprennent que c'est bien de commencer à s'aimer soi-même, bizarrement, ça devient possible. Et d'ailleurs, le personnage d'Anna Girardot dit de son ex, c'est comme si je l'aimais plus que moi-même. Ouais, en fait c'est toujours pareil, c'est issu de la documentation. C'est un des psys qui m'a raconté cette phrase d'une de ses patientes et qui me disait justement que c'était une maladie, c'était une phrase qui revenait souvent et que très souvent il disait presque la maladie qui revient le plus souvent chez mes patients, c'est le manque de confiance en soi. Ce que je trouvais fou parce que on se dit ça n'est pas une maladie, c'est juste on n'a pas confiance en soi. Mais du coup, ce truc fabrique des vraies blessures, quoi. Faire une rencontre, c'est trouver quelqu'un qui a du sens pour vous. Ouais. Tu n'es pas obligé. C'est incroyable, de non, mais développer. je suis totalement d'accord avec ce que j'ai dit. Non, mais enfin, il y a évidemment beaucoup de gens qui ont écrit sur l'amour et Céline ne dit pas la même chose que Proust sur l'amour, mais chaque personne qui parle de l'amour va développer un thème particulier. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette idée que rencontrer la bonne personne, c'est fabriquer du sens, quoi. C'est comme faire un scénario. Alors la danse est encore présente dans ce film, hein. Elle est souvent présente dans tes films, la danse. C'est d'ailleurs ce qui va réunir ces deux personnages à la fin du film, et donc ça ouvre sur ton dernier film à ce jour. Encore, donc 9 nominations au César. On te souhaite une belle moisson. Ça fait 15 ans que tu voulais faire un film sur la danse, mais tu savais pas par où commencer. Et tu en as parlé tout à l'heure, c'est ta rencontre avec le chorégraphe Ophé Schechter qui t'a inspiré. Tu lui as même fait jouer son propre rôle, ainsi qu'à ses danseurs. Et on dirait que tu as trouvé ton double avec Ophé Schechter. Quand on voit le making-of du film, c'est assez évident. Il dit qu'avec toi, tout est fluide, facile. Il parle même d'approche organique. Ça donne un film totalement bouleversant, solaire, très inspirant, et qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde après la crise sanitaire. Alors, le fait de faire un film avec un message aussi positif, c'était une volonté post-Covid. Tu as senti qu'on en avait besoin ? Oui, alors c'est fou à quel point on est toujours victime d'un moment, en fait, d'une époque. Et là, je pense que c'est un film en fait très lié au Covid. Ouais. C'est-à-dire que j'ai écrit pendant le confinement et après le confinement, et c'est vrai que la danse est une réponse à cette espèce d'enfermement, d'isolement, de manque de liberté, et que la danse est une réponse à... Voilà, c'est des gens libres, quoi, qui dansent. Donc le mouvement, le fait... Enfin, je pense d'ailleurs à la scène où il danse au bord de la mer, là, dans le vent, c'est vraiment la sensation de liberté quand on arrête le confinement et qu'on sort dehors et que la vie reprend. Il y a quelque chose comme ça. Et toute l'histoire que je raconte sur quelqu'un qui est handicapé, qui a... voilà, c'est cette danseuse qui ne peut plus danser et comment elle va réapprendre à vivre et danser. Oui, je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti quand on est sorti de chez nous, quoi. Je voudrais qu'on dise 2 mots sur une scène absolument magnifique, qui est la scène du solo de Marion Barbeau, qui est l'actrice principale, hein, qui est, donc, tu disais tout à l'heure, une danseuse que tu connaissais depuis 5 ans, je crois, déjà, et qui s'est avérée être une excellente comédienne aussi. Et dans ce solo de danse contemporaine, elle raconte en dansant, donc, hein, sans un mot, avec son corps, le parcours de son personnage, et on est totalement saisi par l'émotion. Du coup, comment s'est passée la préparation de cette scène et le tournage ?
En fait, ça fait partie du côté mystérieux de la danse où j'ai toujours été surpris d'être aussi ému par un spectacle de danse. Parce que je crois que c'est encore plus vrai qu'avec la musique. Avec la musique, parfois il y a des paroles et tout ça, et donc mais la musique, en tout cas, transmet des émotions. Et dans la danse, je crois que c'est encore plus fort que la musique sur le fait que on ne sait pas pourquoi on est ému, quoi. Et donc il y a ça dans cette scène-là. Parce que ça ne passe pas par les mots, ça ne passe pas par l'intellect. Donc il y a des choses plus organiques, plus mystérieuses. Et pourtant, c'est vraiment... c'est des vraies choses véhiculées, c'est pas du mysticisme. Donc il y a ça dans cette scène. Après, comment on l'a préparée Marion, elle avait ce truc particulier, c'est qu'elle est aussi forte en danse contemporaine qu'en danse classique. Et donc elle m'avait demandé au début de séparer vraiment le tournage de la danse classique et de la danse contemporaine. Donc on a commencé par la danse contemporaine et on a fini le tournage avec la danse classique. Mais du coup, je pense que c'était la période où les théâtres étaient fermés et donc les danseurs, acteurs n'avaient pas joué au théâtre ni dansé dans les salles de spectacle depuis plus de 6 mois. Et il y a eu quelque chose d'un peu qui nous a tous dépassés, où ça raconte les danseurs qui n'ont pas pu danser depuis 6 mois, quoi. Et je pense que ce qui se passe dans cet instant-là, c'est un truc pas complètement préparé, pas complètement prévu, qui est le résultat de ce moment-là, où c'était très troublant, parce que là, on était, je sais pas, une centaine de personnes présentes au tournage, et tout le monde a pleuré, quoi. C'est-à-dire qu'on a la première prise, les danseurs ont dit « Ouah, ça fait bizarre de refaire un spectacle ». Ils avaient la sensation qu'il y avait un public, même si c'était pas une salle remplie, c'était nous, quoi, en train de filmer. Je pense que ça a dépassé vraiment le film. C'est que c'était sur la notion, ce que je disais tout à l'heure, sur le côté essentiel du spectacle, où je ne sais pas si toi, en tant qu'acteur, tu l'as ressenti quand tu as rejoué après les théâtres fermés, mais il y avait ce truc qu'on nous a interdit d'être ce qu'on est pendant longtemps, et voilà, il y a un retour de liberté très fort, quoi. C'est un film qui a très très bien marché en salle, hein. Je crois 1,2 million si je me trompe pas. 1,4 million, donc je me trompe, effectivement. Il est ressorti en salle récemment. Il a donc très bien marché malgré le contexte actuel, hein. La fréquentation des salles est à son plus bas niveau depuis 40 ans, alors qu'on avait atteint des records en 2019. Alors on se demande à qui la faute, hein. Le Covid, les plateformes, certains accusent le cinéma français directement. Et beaucoup de gens prédisent la mort des salles de cinéma. Qu'est-ce que t'en penses ? C'était beaucoup ce qu'on racontait l'été dernier jusqu'à septembre. Et puis là, bizarrement, les salles se remplissent depuis septembre et notamment octobre, novembre. Et là, les gens attendent beaucoup février parce qu'il y a des gros films qui sortent en février. Donc ça a l'air d'être pas vrai. Ça a l'air d'être vraiment le Covid ça a l'air de s'inverser. Ouais. Et puis, alors moi, je l'ai beaucoup répété depuis le début moi, j'ai eu la chance effectivement que ce film marche très bien, mais le cinéma français se porte super bien. C'est-à-dire que y a des super bons films français et il n'y a pas ça tous les ans, je trouve. Donc, il y a une vraie présence des femmes réalisatrices. Depuis quelques années, c'est vraiment sensible à quel point il n'y a pas beaucoup par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices aux États-Unis. Vraiment, on peut en citer 5, mais je veux dire, il n'y en a pas comme en France, il y en a. Donc il y a un vrai renouvellement du regard en France sur ça. Et puis il y a vraiment une diversité du cinéma français, où là les films justement qui sont nominés au César, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, et c'est des films de super qualité, quoi. Donc, et même ceux qui ne sont pas nominés au César, il y en a quand même beaucoup justement qui manquent à l'appel, voilà, on a la chance d'être dans un pays où il y a de la vraie création. Donc je trouve que ce truc où il y a eu une baisse de fréquentation dans les salles, et où moi je sais qu'il y a certains collègues où ils ont sorti des films, ils ont vraiment pas eu de bol, je dirais, parce qu'il n'y avait pas des gens, mais ça n'empêche pas que le cinéma français est en bonne santé, quoi. Donc la mort des salles de cinéma, c'est pas pour tout de suite. J'espère, parce que même moi, au moment où j'ai sorti le film, il y a pas mal de... C'était super émouvant, d'ailleurs. Il y avait des exploitants qui me disaient « Heureusement qu'il y a eu votre film, parce que ça m'a empêché de fermer ma salle. » C'est-à-dire que je l'ai entendu 2-3 fois, cette phrase, et ça fait un peu un truc bizarre, quoi.
J'ai l'impression que j'entends plus parler de fermeture de salle depuis quelques mois, donc j'ai l'impression que ce problème qui a failli se passer, qui a failli exister, j'ai l'impression qu'on est passé à autre chose, donc on verra dans les mois qui viennent. Bah alors formidable, c'est une belle façon de conclure cet entretien. On va pouvoir passer aux questions du public, mais avant... j'ai une question de quelqu'un que tu connais très bien. On va voir si tu le reconnais. Bonjour, monsieur Clapiche. Voilà, j'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que 20 ans après avoir réalisé Le Péril jeune, vous pensez à réaliser Le Péril vieux avec des acteurs confirmés de 65 voire 66 ans? Merci Cédric. C'est donc Zinedine Soualem. Zinedine Soualem qui est dans quasiment tous tes films. Et donc il s'est juste trompé parce que ça fait pas 20 ans, Le Péril jeune, ça fait 30 ans. Et donc c'est quelqu'un de très vieux, Zinedine Soualem. Non, bah bien sûr, Zinedine c'est la seule personne qui a une sorte d'abonnement. Et donc il a la carte Navigo dans mes films et donc je suis obligé de le prendre. Donc là effectivement il va falloir que je fasse un film sur les EHPAD bientôt. Ouais. Merci Cédric. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, hein, vous pouvez lever la main et Salem va vous passer le micro. Merci beaucoup pour ce podcast déjà, pour toutes les infos. Pour la trilogie dont vous parliez, moi je m'étais noté comme question avant, est-ce que c'était une trilogie dès le départ? J'ai compris que du coup non. Mais est-ce qu'une fois que le deuxième était fait, là c'était parti sur 3 films ou c'était les poupées russes et on voit après ce qui se passe? J'ai dit à la fin du tournage des poupées russes, j'aimerais bien qu'il y ait un 3e. C'est-à-dire que je leur ai dit, et je leur ai dit par contre ça vaudrait le coup d'attendre 10 ans avant de faire ça. Et il s'est passé 8 ans en réalité, jusqu'à Casse-tête chinois, mais c'était vraiment, je me suis dit ça serait intéressant de suivre quoi. Donc autant j'avais pas prévu après l'Auberge espagnole de faire une suite, autant pendant les poupées russes je me suis dit c'est intéressant de suivre ça, et c'était encore plus vrai. Enfin, à la suite de Casse-tête chinois, j'ai dit je m'arrête là, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai dit je continue pas. Et puis là récemment, donc c'est les gens d'Amazon Prime qui m'ont proposé de faire une adaptation de l'Auberge espagnole, et je leur ai dit non, je vais pas faire une adaptation, mais est-ce que c'est possible de faire une suite? Et donc on en a convenu ensemble, et du coup j'ai réfléchi à qu'est-ce que pouvait être une suite, et donc je raconte en fait l'histoire des enfants de Romain Duris et Kelly Reilly qu'on voit dans Casse-tête chinois. Mais du coup, alors autant je trouvais que c'était pas intéressant il y a 10 ans ou après Casse-tête chinois, autant là j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est assez rare au cinéma où là voilà, maintenant c'est des gens qui approchent la cinquantaine, donc ils ont l'âge de la mère de Xavier dans l'Auberge espagnole, et du coup c'est super intéressant d'avoir connu des gens qui avaient 25 ans et aujourd'hui leurs enfants ont 25 ans. Donc ce truc-là est assez métaphysique et étrange parce que je l'avais jamais vu avant dans un autre projet, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant, et ça ne fait pas partie de l'histoire, je dirais, parce qu'il y a une histoire qui est racontée dans Salade grecque, mais ça c'est juste ce qui est sous-jacent en fait. C'est juste que nous on connaît. On a vu le père et la mère aller en boîte de nuit quand ils avaient 25 ans, et donc ça c'est assez drôle quoi. Merci beaucoup. Bonsoir, j'avais une petite question. Je voulais connaître l'importance de la musique dans un film pour vous, et notamment votre collaboration avec Loïc Dury. Alors Loïc, je l'ai rencontré au moment où je préparais Peut-être. Donc c'était en 98 ou 99, je l'ai rencontré. Et depuis, j'ai travaillé sur tous les films avec lui, à part encore où effectivement c'est beaucoup la musique d'Ophélie Schechter, la musique de ses spectacles en fait que j'ai utilisé, qui a collaboré avec Thomas Bangalter mais sur 2 musiques. Et Loïc Dury, ça a été vraiment une révélation en travaillant avec lui, parce qu'à l'époque il travaillait à Radio Nova, il était programmateur, c'était lui qui choisissait les musiques à Radio Nova pendant plus de 10 ans. Pour la petite histoire, j'adore cette histoire, c'est que c'est lui qui a mis Bonga, le chanteur angolais, sur Radio Nova. J'ai entendu Bonga,
j'ai mis cette musique-là dans Chacun cherche son chat. Donc avant de connaître Loïc, il m'avait déjà influencé dans mes goûts musicaux. Et donc voilà, Loïc, c'était à la fois quelqu'un qui connaissait très bien la musique, qui avait la même culture musique que moi. On est beaucoup issus forcément des années... Enfin, le rhythm and blues, James Brown, c'est un peu ce qui nous a rapprochés dans notre culture de musique. Et ensuite la world music. C'est lui qui a un peu amené la world music sur Radio Nova. Et donc il y a eu le mélange de tout ça. Et puis quand on a fait Peut-être, je voulais vraiment quelqu'un qui soit un peu au cœur de la nouvelle musique. Et donc c'était le début de l'électro en fait à ce moment-là. Donc il y a pas mal de gens qui représentaient l'électro de cette époque-là. Donc Norman Cook, Fatboy Slim. Il y avait pas mal de choses qui se passaient liées à la musique électronique. Et du coup, dans Peut-être, on est parti là-dedans. Et suivant les films, Ni pour ni contre, c'est beaucoup une façon de moderniser le jazz, je dirais, ce qu'on a cherché. Ensuite, quand on a fait L'Auberge espagnole, il y avait forcément le côté hispanique. Ensuite, quand on a fait Les Poupées russes, il y avait le côté slave. Quand on a fait Casse-tête chinois, c'était intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où on parlait de New York, il y avait justement le mélange du jazz, de la salsa, du hip-hop. C'est-à-dire que New York est une ville qui a créé plein de styles musicaux. Et du coup, c'est assez fou comment, quand on parle d'une ville, on s'inspire de ce que cette ville, comment cette ville a une relation à la musique. Et c'était d'ailleurs intéressant dans Chacun cherche son chat parce que au début, en me disant voilà, je vais faire un film sur Paris, j'ai été voir des musiques d'accordéon, puis en fait, ça correspondait à rien de Paris de l'époque 1990. Et en fait, c'est Bonga, le fameux Angolais, qui s'est retrouvé être le représentant de la musique parisienne. Parce que quand on parle de Paris, on parle du Maghreb, on parle de l'Afrique, et on parle de l'immigration. Donc, c'est fou à quel point, finalement, quand on essaye de voir quelle est la musique qui correspond à un décor ou à une ambiance, ça pose plein de questions et suivant les films, c'est pas les mêmes réponses. Et donc avec Loïc, c'est assez génial parce que c'est une vraie collaboration très forte et ça a continué ensuite sur 10% parce qu'il a vraiment créé une façon de faire de la musique différente par rapport à... C'était pas de la musique qui passait sur France Télévisions auparavant, puis ça a vraiment créé une espèce de césure sur comment on fabrique de la musique aujourd'hui, même dans les séries télé. Et là, vous allez voir dans Salade grecque, c'est magnifique ce qu'il a fait. Donc, je suis super fan de Loïc Dury. Voilà, je sais pas si je peux dire autre chose. Bonsoir. J'aurais aimé savoir éventuellement si vous aviez un mantra qui pourrait définir votre approche du cinéma en général. Quelque chose, une phrase ou pas forcément une phrase, mais quelque chose. Il y a une phrase de Sacha Guitry que j'aime beaucoup. Il dit on double son plaisir lorsqu'il est partagé. Et j'adore cette phrase qui est complètement paradoxale parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses qui doublent quand on les partage, quand on les coupe en deux ou en plus. Et je trouve que c'est vraiment pour moi la définition du cinéma sur le fait qu'on choisit un truc et que alors vraiment on double son plaisir voire plus quand on le partage avec d'autres gens, quoi. Donc ça pourrait être cette phrase-là. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez une des idées pour un prochain film. Alors oui, mais je commence tout juste. En fait, j'écris avec mon scénariste avec qui j'ai beaucoup travaillé maintenant, Santiago Amigorena. Donc on a écrit Le Péril jeune ensemble et avec un autre scénariste, Alexis Galmo. Mais là, ça fait quelques films où je travaille que avec Santiago. Et donc depuis Ceux qui nous lient, on a fait Ceux qui nous lient 2 mois encore et donc le prochain. Là, j'avais envie de faire un film en costume. Donc c'est un film qui va se passer dans l'époque 1900. Avant 1900 et donc je suis en train de me documenter beaucoup sur l'époque, le fameux travail journalistique dont je vous parlais. Là c'est vraiment il n'y a pas encore d'histoire, il y a des espèces de velléités d'histoire, mais il y a surtout le fait de vouloir décrire une époque et donc voilà, je suis là-dessus. Bonsoir. Par rapport à Kurosawa, quand vous avez parlé des 7 samouraïs, chaque tableau dans le film, c'est un film que tout le monde doit voir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, puis moi j'ai 3 enfants, j'ai à chaque fois obligé mes enfants à voir ce film. Donc quand on dit c'est un film en noir et blanc, japonais, ça va être sous-titré, on va rien comprendre. Et voilà, l'effet est garanti, quoi. C'est-à-dire que
Enfin, c'est difficile de pas pleurer à la fin et on se marre d'un bout à l'autre. Et enfin, c'est un film où n'importe qui, encore quelqu'un de 10 ans d'aujourd'hui ou 15 ans d'aujourd'hui, va adorer ce film. Donc ça, c'est assez fascinant de voir que ça traverse absolument les époques. Et il y a pas beaucoup de films comme ça en fait. Il y a Chantons sous la pluie, c'est un peu un film comme ça où c'est du plaisir absolu. Et donc c'est génial de partager ça avec des enfants notamment. Ouais. Merci. Bonsoir. Moi j'ai une question un poil particulière. Enfin, c'est par rapport à Ni pour ni contre. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je remets un tout petit peu le contexte. C'est Vincent Elbaz qui est braqueur et qui rencontre Marie Gillin à qui il demande de filmer un braquage. Et s'instaure entre eux une sorte de romance. Et la romance commence véritablement au moment où il lui pose la question « Tu sais ce que dit Barry White ?» et qu'il n'y a pas la réponse dans le film. Donc j'aimerais bien savoir ce que dit Barry White, s'il vous plaît. J'avais oublié. Il n'y avait pas une seule projection quand je projetais le film où il y avait quelqu'un qui me posait pas cette question. C'est génial comment ça crée. Et donc j'en sais rien. C'est une phrase où avec les deux scénaristes, on était tellement contents d'avoir trouvé cette phrase, ça nous faisait super marrer. Et donc voilà, le mystère reste bien des années plus tard. Et parce qu'à chaque fois, donc, il est coupé quand il dit, tu sais ce qu'il dit Barry White, à chaque fois on n'entend pas et donc ça crée un suspense. Bonsoir. Vous parlez de cette simplicité que vous aimiez avoir dans vos films. J'aimerais savoir comment vous la capturez, parce que comment réussir à la filmer. Évidemment, c'est justement difficile de répondre à la question parce que la simplicité, c'est compliqué à faire. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la sincérité. En fait, par exemple, quand on a écrit Le Péril jeune, j'y pense parce qu'il y a Nicolas qui est là. On a écrit le scénario, on a beaucoup travaillé en amont pour préparer les scènes, notamment parce qu'on n'avait que 25 jours de tournage, donc il fallait aller très vite au tournage. Et puis, c'était des jeunes acteurs, certains n'étaient pas des acteurs, Romain Duris, il n'avait jamais joué. Et du coup, il fallait répéter mais du coup, ça a créé quelque chose entre eux voilà, on a écrit qu'ils étaient amis, ils sont devenus amis en une semaine, je dirais, parce qu'ils se sont retrouvés à aller dans des bars tous les soirs avant le tournage. Et ensuite, moi, j'ai filmé ça. Et donc, il y a un mélange entre ce qui était écrit dans le scénario et ce que je filmais, où en fait, ça devient une simplicité. Donc on écrit des choses qui sont censées être simples, et après il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiance et de la complicité qui fait qu'on filme une chose simple, mais cette chose simple est tellement sincère que du coup elle parle à d'autres gens. C'est ça qui fait qu'il y a un rapport entre du documentaire et de la fiction, c'est que cette fameuse phrase, c'est Zindine qui m'a cité, une fois j'avais dit ça, que j'aime raconter ce qui est normal. Et il dit, c'est Zindine qui avait dit, j'aime bien cette phrase parce que ça te décrit bien. Mais c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'il s'est passé la même chose avec les danseurs de Feschechter où on a passé beaucoup de temps à filmer des répétitions et donc il disait c'est bizarre, c'est pas dans le scénario. Je dis si, marqué il répète un spectacle, et donc, mais sauf que nous on filmait des heures de répétition. Et dans ces heures de répétition, il y a des choses qui se passent et qui ensuite ont besoin, enfin voilà, quand on filmait 4 heures, il restait plus qu'une minute au montage, mais ce qui reste, c'est une simplicité, en fait. C'est dans le rapport très juste et très direct et très vrai, parce que c'est comme ça que Ophèle Schechter travaille avec ses danseurs, c'est que sa façon de parler, tout ça, elle est forcément juste parce qu'elle est vraie, c'est comme ça qu'il parle aux danseurs. Et ce truc où ils ont l'impression que c'est pas intéressant, parce que eux, c'est tous les jours qu'ils vivent ce truc-là, en fait, c'est intéressant quand on choisit à quel moment, qu'est-ce qu'il dit, comment les danseurs dansent, etc. Donc, c'est ça le truc de filmer une simplicité ou une normalité, c'est que ensuite on sélectionne dans cette normalité. Et puis, voilà, c'est un peu comme l'exemple tout à l'heure de Karine Viard. On se dit, voilà, c'est la phrase que j'ai entendue à la boulangerie tout à l'heure, et puis on l'écrit et on se dit, c'est dingue que quelqu'un parle comme ça, en pensant que c'est normal. Et voilà, quand on le met dans une histoire, on voit à quel point c'est pas complètement normal. Et on travaille avec ça, mais c'est difficile de décrire parce que ce travail
d'utiliser le quotidien, d'utiliser l'inintéressant et de se dire comment je rends intéressant ce qui est inintéressant. Voilà, c'est d'essayer de mettre en scène de la simplicité et encore une fois, c'est pas simple parce que c'est la question du choix, quoi. C'est qu'est-ce que je choisis de montrer. Bonsoir. J'ai une question par rapport à l'écriture du scénario pour une série versus un film. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de liberté dans l'écriture pour une série qu'un film de par et la réalisation aussi, de par la longueur aussi qui permet de développer une histoire ou des personnages peut-être un petit peu plus que dans un long métrage qui serait un peu plus court, un peu plus réduit? Est-ce que ça impacte aussi sur l'écriture Alors, ça impacte beaucoup sur l'écriture, mais ce qui est paradoxal, et votre question est vraiment intéressante, c'est qu'on a beaucoup moins de liberté dans une série parce qu'on est pris dans le chapitrage. C'est-à-dire que le but, c'est que, voilà, si moi j'ai écrit 8 fois 52 minutes, l'idée c'est que on a envie de suivre et qu'à la fin d'un épisode, on a envie de suivre et que du coup, ça crée une sorte de prison narrative qui n'est pas de la liberté. La liberté, là vous avez raison, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'espace pour parler d'un personnage et de l'évolution d'un personnage et qu'il peut y avoir un personnage super sympathique 2 épisodes, super antipathique les 3 suivants, et il redevient sympathique, et ça c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas se permettre en 2 heures, on ne peut pas avoir cette espèce de montagne russe de complexité ou de profondeur du personnage. Donc oui, il y a une sorte de, non pas de liberté, mais en tout cas d'approfondissement de la psychologie et des personnages, mais par contre, il y a une vraie liberté dans le long métrage, qui est bizarrement lié à la contrainte d'écrire en 2 heures. C'est-à-dire que ce truc dont on parlait sur comment on choisit quelque chose, c'est comme justement c'est très circonscrit, bizarrement on a plus de liberté. De la même façon qu'on dit souvent que quand on a moins d'argent on a plus de liberté, le cinéma américain pense le contraire, que quand on fait Avatar et qu'on a 300 millions pour faire un film, ben, on est plus libre, mais non, on n'est pas plus libre quand on fait Avatar, on est beaucoup plus contraint parce qu'on est contraint à des règles, on est contraint à plein de trucs. Donc il y a à peu près la même notion en fait dans le temps qu'on a dans la narration d'une série. Par contre, ce qui est différent aussi, mais c'est vraiment une autre question, c'est que l'écriture d'un long métrage, même si on écrit avec un autre scénariste, c'est quelque chose d'assez solitaire, c'est quelque chose de très personnel, et l'écriture d'une série, c'est toujours quelque chose de très collectif. Et donc ça, c'est très différent dans la conception d'une série, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective, où on se retrouve à 10 à table, à essayer de dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver au personnage. Et donc c'est... Pour moi, ce qui est intéressant dans l'écriture d'une série, c'est beaucoup ce travail collectif, en fait. Bonjour. Il se dégage dans votre échange un fil rouge, depuis tout à l'heure, dans le fait qu'on voit qu'il y a des moments inattendus qui sont arrivés dans votre vie, des moments imprévus, mais qui ont créé quelque chose, comme l'acteur qui fait semblant de vomir, ou alors ce Russe que vous avez vu dans les toilettes. Est-ce que c'est heureux hasard vous avez peur de ne plus en retrouver dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu peur C'est marrant, on m'a posé cette question-là récemment. En fait, non, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, des trucs comme ça. Justement, je pense que quand on s'est habitué à remarquer ces fameux moments, en fait, on remarque plein de choses. Et donc, du coup, il y a un truc, par exemple, qui m'est arrivé un jour, où je vois une femme qui a beaucoup de paquets, et je crois que je suis dans l'entrée d'un supermarché, et je lui tiens la porte, et donc je lui tiens la porte, et la femme me dit « Dieu vous bénisse ». Et je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu « Dieu n'a rien à voir là-dedans ». Et j'ai toujours essayé de caser cette phrase. Je me dis, mais ça serait vraiment super de fabriquer une scène avec ça. Parce que je trouvais ça presque énervant qu'elle me... Enfin, j'étais sincère. Je dis, c'est moi qui tiens la porte, quoi. Et je me dis, voilà, ça c'est le départ d'une scène, d'un personnage. Donc des trucs comme ça, il y en a tout le temps, en fait. Et plus je vieillis, et plus il y en a, ou plus je les remarque, en tout cas. Donc voilà, on fabrique des films avec ça, quoi. Bonsoir. Le thème de la danse revient assez dans vos films, et je voulais savoir d'où ça venait. Pourquoi la danse et pourquoi cette discipline particulièrement ? C'est vraiment lié au fait que j'ai été voir beaucoup de spectacles de danse dans ma vie, que j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans.
Et du coup, j'ai une culture des chorégraphes et des spectacles de danse. Et qu'il y a eu vraiment longtemps où ça paraissait un tout petit peu dans certains films, et où je me suis dit, il y a eu un moment, je me suis dit, mais faut vraiment que ça devienne le sujet d'un film, quoi. Donc, mais c'est vraiment un truc de spectateur. J'ai jamais été danseur moi-même. C'est plus par rapport à ce que représente la danse. De la même façon que j'ai voulu faire un film sur le vin, en me disant le vin m'intéresse, la danse m'intéresse parce que c'est des métaphores de la vie dans les deux sens d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment. Mais après, c'est aussi dès le départ, dès que j'étais étudiant en cinéma, j'ai beaucoup filmé de la danse. Donc il y a aussi ça. Je trouve que c'est une nourriture à film géniale. Et donc ensuite, j'ai fait des captations de spectacles, j'ai fait le documentaire sur Aurélie Dupont. Donc toutes ces expériences-là m'ont beaucoup nourri, en me disant à chaque fois à quel point c'est vraiment, oui, de la nourriture de cinéma, quoi. Donc j'avais envie d'utiliser ça en me disant c'est très peu utilisé au cinéma. C'est-à-dire que les grands moments de danse qu'on connaît, c'est dans les comédies musicales qui datent d'avant les années 50. Donc la danse est très souvent peu utilisée. Je trouve que, par exemple, dans La La Land, qui est une dernière comédie musicale, c'est très axé sur la musique, et la danse est d'une pauvreté terrible, quoi. Donc je trouve ça dommage, et c'était encore plus vrai avec Black Swan, où on pense que c'est un film sur la danse et il n'y a pas de danse dans Black Swan. Donc ça c'est vrai qu'en tant qu'amateur de danse, ça me pèse, quoi. Et c'est vrai que y a des gens que j'ai beaucoup aimés dans ma vie. Pina Bausch, j'avais envie de faire un documentaire sur elle et je suis arrivé un peu trop tard. Voilà, il y a des gens comme ça où je me dis c'est dingue qu'on ne connaisse pas ça au cinéma, quoi. Bonsoir. Voilà, moi j'avais une question. Je sais que lorsqu'on fait un film, il y a 3 phases d'écriture, j'ai l'impression. Le scénario, le tournage et le montage. Et je voulais savoir si au cours du montage d'un de vos films, le scénario, la narration avait complètement changé sans que vous l'imaginiez. Oui, c'est arrivé au moins 3 fois. Chacun cherche son chat. J'ai beaucoup. Le premier montage de Chacun cherche son chat, c'était regardable. C'était vraiment pas bien, quoi. Du coup, le montage a été vraiment la salle de réanimation. Je crois que c'est Fellini qui dit ça sur le montage du film. Et puis l'Auberge espagnole, je crois qu'il y avait un montage qui durait 3 heures au début, et donc il a fallu beaucoup couper, et notamment il y a eu des scènes vraiment importantes qui ont été coupées. Et puis le film Paris aussi. Le film Paris, la première fois que j'ai vu pareil, et que Chacun cherche son chat, le montage... le premier montage, c'était atroce, quoi. C'était vraiment pas bien. Et du coup, je me souviens que c'était dans les derniers jours du montage où je me suis dit, il y a un film, quoi. J'avançais en me disant, j'ai vraiment fait une merde, quoi. Et c'était fou comment... Il y a un truc qui a pris, mais très très tardivement, en bougeant certaines choses, grâce à la musique. En fait, c'est un film qui est plus musical que narratif. Et du coup, ça a été très long de le trouver. Et c'était vraiment le montage qui a fait le film, quoi. Je voulais savoir aussi s'il y avait, quelles étaient les contraintes de tourner à New York par rapport à la France. S'il y a beaucoup de choses qui changent ou pas. Ouais, c'est un autre métier, je dirais. En fait, c'est beaucoup lié à ce qu'ils appellent les unions, c'est-à-dire les syndicats de techniciens. Donc il y a le syndicat des acteurs, le syndicat des camionneurs, les Teamsters, on appelle ça, le syndicat de la déco, le syndicat des assistants. Donc on est obligé de dealer avec des syndicats, et il y a des règles. Par exemple, un réalisateur n'a pas le droit de parler aux figurants aux États-Unis. Donc au début, on se dit, ah bon. Et des règles comme ça, il y en a des centaines. Et pendant toute la durée du tournage, on est en train d'apprendre des règles qui sont des règles syndicales. Et que c'est que le deuxième assistant qui peut parler aux figurants. Et que du coup, il faut parler au deuxième assistant qui va ensuite parler. Pour moi, c'est totalement aberrant. Et du coup, évidemment, les réalisateurs américains sont habitués à ça. Et il y a eu quelques bons films aux États-Unis, donc ils arrivent à s'en sortir. Mais alors pour moi, c'était un boulet absolu. Je sais que je ne retournerai plus aux États-Unis, en tout cas. Ouais. Bonsoir. J'avais une question sur l'IDEC, aujourd'hui la FEMIS du coup. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus ouvert ? Non, je crois que c'est mieux qu'avant. Parce que donc, après avoir beaucoup voulu rentrer dans cette école, j'ai haï cette école. Je me suis souvent posé la question de
Si jamais j'avais été pris à l'idée, quel film je ferais aujourd'hui? Et je pense que ce serait des films très très différents de ce que je fais. Ah ouais. C'est juste l'endroit où on est éduqué, forcément ça a une implication, quoi. Et je dirais que c'est pas tellement les profs que j'ai eus, ce qu'on m'a raconté là-bas aux États-Unis, c'est le fait d'avoir été ailleurs. C'est un peu ce que je raconte dans l'Auberge espagnole, c'est que Xavier, le personnage de Romain Duris dans l'Auberge espagnole, il est censé apprendre l'économie. On voit absolument rien de ce qu'il apprend en économie. Ce qu'il a appris pour lui, c'est tout le reste. C'est ce qui ne se passe pas dans la fac. Donc moi, j'ai l'impression que ce que j'ai appris sur le cinéma, ça se passait pas forcément à la fac. C'est le fait d'avoir été ailleurs, d'avoir parlé avec des gens, d'avoir appris une autre langue. C'est d'apprendre la vie, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour le cinéma notamment, l'expérience de vie est aussi importante que d'apprendre la direction d'acteur, l'écriture du scénario, le travail avec la caméra, le travail avec le son, le travail du montage. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc une école, il n'y a pas du tout de nécessité d'aller dans une école. Il y a plein de gens qui sont devenus réalisateurs qui n'ont jamais été dans des écoles. Il n'y a absolument aucune règle sur comment rentrer dans ce truc bizarre. Suivant qui on est, on a besoin ou pas besoin, et il y a des choses qu'on apprend avec différentes façons, quoi. Okay, merci. Bonsoir. Je me demandais quel regard votre famille, vos parents portaient sur vos films, et devoir les mettre en scène, qu'est-ce que ça fait? C'était différent pour les deux. Moi, alors, d'une part, ils se sont séparés quand j'avais 1 an, donc je les ai jamais connus ensemble. Mon père est mort il y a 3 ans, et à la fin de sa vie, il collectionnait les articles de journaux. Et moi, je disais, mais papa, je ne lis pas les articles sur moi. Donc c'était bizarre, parce qu'il était super fier qu'il y ait des articles de journaux, et il était plus intéressé finalement par ça que par les films eux-mêmes. Et ma mère, c'est un peu le contraire. Elle était plus intéressée par les films, et donc ma mère, elle a un côté très dur où quand elle aime pas, quoi. Donc elle m'a dit donc c'était bizarre. C'était pas le meilleur public, je dirais, l'un et l'autre. Mais par contre, le truc que je garde en tête, c'est l'émotion qu'ils ont eue sur à la fois mon premier court-métrage et mon premier long-métrage. Ils étaient super fiers, quoi. Et en fait, après c'était devenu, voilà, ils avaient compris que j'étais réalisateur et tout ça, mais c'était super charmant de voir comment ils ont été émus, de voir qu'ils étaient fiers de les histoires que je racontais. Ouais, il y a quand même ce truc-là de fierté où on est content de rendre fiers ses parents. C'est un peu ce que je raconte dans Encore, là, comment la danseuse, son père en a rien à foutre de ce qu'elle fait, et en fait il en a pas rien à foutre, et donc du coup ce truc là, quand on se rend compte de ce truc là, ça remplit, quoi. Donc c'est un peu ça qui s'est passé avec mes parents. Oui, j'avais une petite question. Dans une masterclass, vous aviez dit la direction d'acteur, c'est apprendre une langue étrangère. Ouais. Est-ce que votre façon de diriger a changé aujourd'hui? Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à des réalisateurs qui dirigent? Alors, je pense toujours que c'est l'apprentissage d'une langue étrangère. En fait, je suis parti de ce qu'un prof m'avait dit à New York, où il disait l'important, il faut faire attention, que l'important n'est pas le texte, même s'il faut uniquement se référer au texte, pièce de théâtre ou scénario. C'est la motivation du personnage. Et donc, quand on dit « je vais à la boulangerie », si on va à la boulangerie pour passer un coup de téléphone secret, ou si on va à la boulangerie parce qu'on a super faim, en fait, c'est ça la motivation. C'est qu'on, dans la phrase, il va y avoir une motivation différente, et on ne va pas dire « je vais à la boulangerie » de la même façon. En fait, c'est juste ça, la direction d'acteur. C'est de trouver, et c'est pour ça que c'est une langue étrangère, c'est que derrière les mots du scénario, il faut trouver qu'est-ce que c'est la motivation d'un personnage à un moment donné, lié à une phrase donnée. Et ça c'est une vraie langue étrangère. Parce que c'est beaucoup Stanislavski, l'acteur studio et tout ça qui raconte ça, mais c'est les verbes d'action. C'est de savoir que finalement, quand celui qui ment parce qu'il a un coup de téléphone à donner à la boulangerie, ou qui va pas du tout à la boulangerie, en fait, il va parler d'une certaine façon, et que du coup, c'est quel verbe d'action je donne à l'acteur pour accomplir
pour dire une phrase ou pour accomplir une action. Donc tout se passe là-dedans, en fait. Et ça, c'est assez compliqué. Je cite un exemple, je cite souvent cet exemple parce qu'il est vraiment marquant. Je me rappelle de Kelly Reilly dans la fin des Poupées russes. On est à la gare à Londres et elle attend Romain Duris. C'est un peu le moment où elle attend. On sait qu'ils sont amoureux les deux. Et donc elle attendait en souriant. Et je lui dis, ça marche pas. Je préférais en fait que tu sois anxieuse qu'il soit pas dans le train. Et là, ce qu'elle fait est beaucoup plus touchant que quand elle sourit en l'attendant. Parce que je lui dis, très souvent, quand tu vas à la gare, en fait, tu te demandes où est la personne. Et donc, tu es anxieuse de ne pas le voir. Et donc, je lui dis, au lieu d'avoir le bonheur de bientôt le voir, tu as l'anxiété de peut-être ne pas le voir. Et quand elle joue ça, ce truc devient émouvant, quoi. Et c'est la motivation, c'est comment on joue une scène et où moi, j'ai trouvé les bons mots pour rendre cette scène plus intéressante qu'elle était au départ, quoi. Et donc, c'est ce dialogue-là que moi j'aime avoir avec l'acteur ou l'actrice. C'est ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas prévu d'ailleurs souvent, mais c'est pour donner une sorte de réalité à une scène, quoi. Merci. Bien voilà, on va conclure ce podcast. Cédric, merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci infiniment. Merci à vous. Alors vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Hors Promo Ciné, où j'annoncerai très prochainement mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien, allez au cinéma.